heureuse d'accueillir Mar Bendana sur la question tunisienne. Mais elle ne sera pas toute seule. Donc je laisserai la parole après aux autres intervenants, Laurent Roseau pour Amnesty, section Lyon-Croix-Rousse, mais aussi Daniel Rivet, etc. Je vous laisserai à chaque fois vous présenter et faire. Je fais une introduction volontairement courte, vous le savez. La seule chose peut-être, c'est mon plaisir de reparler de la Tunisie, puisque en mairie du Premier, on a eu cette petite habitude depuis des années d'accueillir nombre de sujets difficiles sur la question des droits des peuples, des droits humains, et y compris, je me souviens d'éléments, on avait parlé de la Tunisie, une des précurseuses sur les printemps arabes, et tout l'espoir et les doutes et les craintes que cela suscitait. Et je trouve très intéressant de faire le point sur ce qui se passe maintenant. Je me souviens notamment des femmes qui étaient les militantes d'un certain nombre d'évolutions de la constitution tunisienne à l'époque, même certaines très touchées et même en pleurs d'avoir parfois réussi à intégrer des choses qu'elles pensaient ne pas voir de leur vivant. Enfin, vous vous souvenez les unes et les autres, ou les uns et les autres, mais surtout les autres de ça. Et malgré tout, il reste tant de difficultés. Mais ce n'est pas propre à la Tunisie, je crois qu'on peut l'élargir à d'autres pays, en tout cas du Maghreb et du Machrek. Et c'est un sujet compliqué pour l'ensemble d'entre nous. Et je pense que la France est particulièrement touchée de ça avec son histoire et qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui se passe ici et là-bas. Je fais un peu de pub tout de suite et après je vous laisse. La semaine prochaine, on fait également avec Amnesty International à la fois une expo sur Manifestez-vous et justement une conférence débat qui est dans 15 jours même sur le droit de manifester. Donc je ne sais pas si c'est en lien ou pas, mais enfin, vous voyez venir. Il y aura aussi une projection du débat du film à l'abri des activités humaines, ça c'est jeudi prochain, avec Marc Greff. Et puis le 24 février, c'est l'anniversaire des 2 ans sur l'Ukraine, donc on aura aussi une soirée à l'issue de la manifestation sur l'Ukraine, le samedi, exceptionnellement un samedi, à 18h, ici même. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est pour nos prochaines actus. Et pour ce qui concerne la Méditerranée, on aura aussi un point sur la Syrie, probablement fin mars. Voilà, je vous laisserai regarder quand on aura calé les dates. À vous, et merci encore une fois d'être là, et de nous éclairer sur cette situation. Merci. Merci à la mairie du 1er arrondissement à Lyon de nous accueillir si généreusement. Et voilà, moi je suis théoriquement modérateur, mais je crois que je ne vais pas modérer grand-chose. La salle n'est pas en état de thaoura, de révolution, je crois. Et je vous accueille au nom du FORSEM, du Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne, qui est représenté ici par Kalfoun et Zahir Taher, au nom de Coup de Soleil, qui est représenté ici par Michel Wilson, et nous avons le renfort aujourd'hui d'Amnesty International et d'un élu municipal de Saint-Fond, et ça fait plaisir d'avoir des élus municipaux. Je crois que le FORSEM travaille dans le civil et à sa manière dans le politique. Alors, je voudrais simplement dire deux mots seulement, au sujet de Kmar. C'est une collègue, c'est une amie depuis 30 ans, plus de 30 ans. C'est une historienne de la sphère culturelle et du temps présent. Elle est professeure émérite à l'université de la Manouba à Tunis. Et je rappelle que la Manouba a été un lieu fort de la résistance à l'emprise de l'islamisme sur la Tunisie. Et que la figure allégorique, si vous voulez, de cette université, forteresse de la Révolution et au sens plénier du terme, et contre l'intrusion des islamistes, c'est une étudiante de cette Manouba, Khaoula Rachid, une étudiante qui a enlevé au haut du portail de l'université, c'est bien ça, oui, le drapeau islamiste, noir, oui, de Daesh. Oui, de Daesh, enfin le drapeau islamiste, un peu noir. Et à la place a mis un drapeau, a remis en ordre, a hissé un drapeau tunisien.
une personne qui aurait plu au Delacroix des 3 journées de 1830. Alors, ce que je voudrais simplement dire avant qu'elle parle, c'est que Kmar a été et reste une observatrice aiguë de la révolution tunisienne, et qu'elle a en particulier, c'est pour ça que je me permets d'insister un tout petit peu, projeté, enfin, elle a livré 2 coups de projecteur, si vous voulez, incisifs sur cette révolution dans 2 livres. Le premier s'appelle Chronique d'une transition, où elle nous livre le journal qu'elle tient dans les premiers mois de 2011, et puis elle tient un blog aussi. Et le deuxième s'appelle Parler en historienne après 2019, texte qui s'est édité en 2000, enfin plus tard, et ce sont des textes qui s'échelonnent sur 2012-2016, et dedans il y a des articles de journaux et des communications dans les revues savantes, des colloques. Ce que je voudrais, j'ai terminé, ce que je voudrais simplement mettre en valeur, mettre en relief dans la démarche de Kmar, c'est que d'une part, elle fait une sorte de travail de journaliste de l'instant, et d'autre part, elle nous ouvre dans ces 2 ouvrages, le deuxième en particulier, sa boîte à outils d'historienne chevronnée. Et le résultat est évidemment passionnant. D'une part, si vous voulez, elle observe ce que j'appellerais la vibration de l'instant. Et simplement, je vous donne à lire une phrase picorée dans son premier livre, où elle évoque, excusez-moi, non seulement le bouillonnement émotionnel de l'époque, mais elle nous dit, c'est en février, je crois, en mars, « Il pleut de la parole, il tombe des cordes de revendication. » En une phrase sèche, courte, tout est dit. Et puis d'autre part, dans le deuxième volet de sa démarche, évidemment, elle prend la distance, surtout dans le deuxième ouvrage, qui est consécutif à tous ces événements, et elle remonte loin en amont. Elle remonte à 1857, un grand moment constitutionnel dans l'histoire de la Tunisie. Elle remonte à 1864, qui préfigure la coupure, la déchirure, la séba, la grande révolte, le désordre, etc., qui départage la Tunisie en 2. Et évidemment, elle va jusqu'à l'élection de Kais Saïed, aujourd'hui, pour se demander, en 2019, pour se demander si vous voulez, quelle période s'ouvre depuis 2019? Est-ce un retour à une phase de despotisme éclairée à la manière de Bourguiba et éhontée, enfin dévoyée à la façon de Ben Ali? Est-ce que c'est autre chose depuis le coup de force institutionnel du 25 juillet 2011? Qu'est-ce qui se passe depuis une dizaine d'années, depuis 2011 en Tunisie? Qu'est-ce qui se passe ces dernières années? Et sur ces dernières années, elle est là, non pas pour nous apporter une réponse définitive, catégorique du haut d'une chaire, mais pour nous apporter des éléments de réponse à partir d'une expérience qui est à la fois citoyenne, civique et historienne. Je suis heureux de lui transmettre la parole. Merci beaucoup pour cette présentation très élogieuse. Merci Daniel. Merci aussi au Forcem, à César, à Césaire et puis à Daniel de me réinviter au Forcem. En fait, je me souviens et je me suis réécoutée, c'est pour ça que tout à l'heure, je me demandais si vous me réenregistriez, c'est pas par narcissisme, mais en même temps, c'est un matériel que j'ai réécouté pour me préparer cette fois, et en fait ça devient une sorte de manière de travailler aujourd'hui pour un chercheur, parce qu'une conférence c'est toujours une adresse à un public, et une adresse à un public c'est aussi un effort de synthèse, de questionnement, etc. Et je me suis rendu compte jusqu'à quel point il y avait une chaleur à l'époque de réception de ce qui se passait en Tunisie. Ça m'a replongé, ça fait plaisir, en même temps ça redonne un peu de... Et puis ça veut dire aussi que les événements, ils appartiennent un peu à tout le monde et que ça s'y intéresse un peu de tous côtés. Donc je sais que c'est en tout cas j'ai reconnu
dans ces deux conférences aussi des essais de faire un travail d'historienne. Et c'est aussi aujourd'hui, c'est ce que j'attends aujourd'hui aussi. Figurez-vous que je me suis rendu compte en travaillant pour cette conférence que je n'ai pas écrit sur la Tunisie, comme le disait tout à l'heure Daniel, comme ça, comme une historienne du temps présent, comme on dit aujourd'hui, même si je ne sais pas si la formule me convient tout à fait, depuis l'été 2021 à peu près. L'été 2021, c'est l'arrivée de Kais Saïd au pouvoir. Ça veut dire aussi que d'une certaine façon, on peut être déboussolé, tout le monde peut être déboussolé par des événements, quoi. Et qu'on peut être déboussolé positivement ou négativement, mais je me suis rendu compte que je n'ai plus su écrire, en fait. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans mon écriture, peut-être dans mon lyrisme des premières années, je ne sais pas, vous me direz. Et puis, voilà, je vais continuer à être historienne parce que je ne sais pas faire autre chose, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre de l'ordre un peu dans la chronologie de ce que l'on a vécu en Tunisie depuis 13 ans, et de mettre un peu de l'épaisseur dans les événements, parce que c'est ça qui arrive avec le temps, et c'est ça qu'apprend le métier d'historien, c'est-à-dire à mettre de la perspective, si vous voulez, temporelle, dans les faits. Tous les faits ne se valent pas. On sait aussi qu'ils peuvent ne pas valoir du tout un moment et puis après reprendre une sorte d'importance. C'est donc à ce travail, à ce jeu, qui n'est pas un jeu, qui est vraiment un véritable travail de reprise. Vous savez, c'est comme les gens qui travaillent sur une table de montage au cinéma. Des fois, on prend un plan, on ne le prend pas. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai fait en me relisant moi beaucoup, ce qui est quand même une activité critique, pas toujours. On n'est pas toujours très content de soi, mais en même temps, on essaie d'avancer. Mais surtout en relisant ce qui a été écrit sur la Tunisie depuis 2011, et c'est considérable. J'ai encore plein de livres que j'ai pas lus, que j'ai pas eu le temps de lire pour cette conférence, ce qui n'est pas, et je le reprends, c'est un point que je reprendrai tout à l'heure, ce qui n'est pas un mauvais signe d'une certaine façon. Donc il y aurait plusieurs façons de titrer cette intervention, et quand on en a parlé avec Daniel plusieurs fois, on avait pensé, avec sa bienveillance habituelle, il m'a dit, on va dire une transition mise à mal, avec un point d'interrogation. Et puis on a dit une transition mal partie. Et puis on a dit une transition empêchée. Et puis on a dit une transition entravée. Et j'ai pensé toute seule après, quand j'ai repris mes notes, une transition suspendue. Et puis j'ai pensé aussi une transition interrompue. Ouais. Tous ces titres, j'y ai pensé moi-même. Les collègues du Forcem ont pris transition inachevée. Tout ça me va, parce que de toute façon, tout ça a un sens et s'applique quand même un petit peu d'une façon ou d'une autre à la situation tunisienne. Mais surtout, toutes ces formules sous-entendent l'existence d'un élan ou d'une dynamique qui a quelque chose en filigrane. Un autre mot en filigrane qu'on ne dit pas, mais que moi j'avais dit beaucoup et que j'ai abandonné en cours de route dans mes écrits, même s'ils étaient très courts et tout. Un qualificatif qui est implicitement pris comme norme ou repère, c'est le mot transition démocratique. Moi, je l'ai utilisé au début et puis je l'ai abandonné. C'est pas anodin. Maintenant que j'y pense, ce n'est pas anodin. Mais je l'ai abandonné en route. C'est-à-dire, je l'ai abandonné déjà depuis 2013-2014. On était encore dans la phase, j'allais dire, heureuse, peut-être, du processus tunisien. Parce que, vous le savez, d'abord la démocratie, on le sait maintenant, on peut le dire, c'est une norme. Bien sûr, c'est un idéal, c'est un repère qui est pris dans plusieurs modèles européens. Donc vous savez tous qui sont aujourd'hui en trouble, que l'on parle de la démocratie formelle ou que l'on parle de la démocratie substantielle. Ça, je vous répète, tous les débats tunisiens, je dis bien tunisiens, et dernièrement à la faculté de droit, sur tous les sens du mot démocratie. Moi, j'étais ravie aussi parce que ce sont souvent des jeunes chercheurs qui parlent de ça, et ça me réjouit de voir aussi que cette expérience tunisienne permet aujourd'hui à des chercheurs de l'université de réfléchir vraiment à ce que veut dire le mot démocratie, faute de la faire pour le moment. Et puis, on observe aussi, comme vous le savez, même si on observe des mesures et des signes de déclin ailleurs, c'est pas moi qui dirais ah oui, c'est comme ça, etc. Mais
parce que je pense que la démocratie, c'est également un programme, et on doit reconnaître que les attentes et les aspirations du soulèvement de 2011 étaient tissées de plusieurs principes de ce programme. Ça, c'était vrai. Quand on était vivant dedans, quand on était dedans, quand on le vivait, il y avait ces principes de liberté, d'égalité, d'état de droit, de la création de contre-pouvoirs, de désir d'alternance du pouvoir, d'une séparation des pouvoirs que l'on ne sentait pas aussi dans le pays avant 2011, de liberté d'expression. Même le mot liberté individuelle qui s'est plus banalisé après 2011, j'ai remarqué qu'il existait déjà. Je n'y avais pas fait attention, mais il existait déjà. Alors, ce qui s'est passé en Tunisie entre décembre 2010 et janvier 2011, c'est une véritable déflagration, avec une explosion de la parole, notamment publique. Mais j'ai aussi appris, notamment par des psychiatres et des psychanalystes à Tunis, que les malades n'étaient plus les mêmes. Ils ne parlaient plus du tout de la même façon, même dans l'intime. Alors, je ne vous parle pas des mots de l'amour ou des relations personnelles, des relations intrafamiliales. Ça aussi, ça a changé. Et vous pouvez me croire, même s'il n'y a pas encore des études là-dessus, ça a changé. Et donc, la parole publique, mais peut-être aussi privée, et cette parole publique, cette explosion de la parole publique, a permis d'exprimer un ras-le-bol face à la censure et à la surveillance des débats qui caractérisaient les décennies du pouvoir de Bourguiba et de Ben Ali. N'oublions pas les images qui se sont diffusées dans le monde entier, des images de mobilisation mixte, hommes et femmes, des slogans séculiers. Moi, je me rappelle quand le Hirak algérien a commencé, les gens disaient « Mais où sont les femmes ?» Parce qu'en fait, les gens comparaient le Hirak algérien avec... Et les femmes en sont apparues 15 jours après, le 8 mars. Pas les deux soulèvements de février 2019 en Algérie. Et nous, en Tunisie, on s'est dit « ouf, ils sont dans la course ». C'est ça, c'est-à-dire, voilà, la révolution tunisienne a donné une sorte de nouvelle norme, si vous voulez. Et les gens commencent à dire non, le Hirak algérien, il n'y a pas de femmes, etc. Les femmes sont apparues et elles ne sont plus reparties. Et ça, c'était très important, que ces mobilisations hommes et femmes, dans toutes les régions de Tunis, pas dans la capitale seulement, Sidi Bouzid, Atel, à Gasserine, à Regueb, etc., partout. Des slogans séculiers, ça a bien changé après, je dis bien séculiers, et par exemple, Khobzoumé au Ben Ali, pain haut mais pas Ben Ali. Khobz Hurriya Karama Watani, pain, liberté, dignité nationale, et j'ai retrouvé que dignité nationale, c'est un slogan des années 50, du syndicalisme des années 50 en Tunisie, donc une sorte de remouture un peu de toute cette culture politique qui existait, qui a été recanalisée un peu dans ces slogans, mais séculiers, et puis un très beau, magnifique que je trouve, c'est une adresse au gouvernement. L'emploi est un droit, bande de voleurs. Moi j'adore parce que ça, je pense qu'il va être désormais, à mon avis, il va devenir assez marqueur de la révolution tunisienne. Alors le dégage, bien sûr, il a connu la notoriété que vous savez, avec les bras en l'air, comme ça, que les gens reproduisent, on les a vus, y compris les Tunisiens, ils se miment eux-mêmes. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus, la magie n'agit plus. Donc on a mis du dégage à tout le monde, alors on a parlé de dégagisme et tout, mais à mon avis, ça n'a rien donné du tout. Et puis surtout, ce qui s'est passé aussi les premières semaines, parce que ça, c'est là où il y a eu le plus grand nombre d'enquêtes précises. Parce que là aussi, il y a un état du savoir maintenant sur ces 13 années qui n'est pas tout à fait égal. On ne sait pas beaucoup de choses et il faut un peu sortir aussi de la relation directe et puis des essais comme ça un peu approximatifs, etc. Donc je vous parlerai des choses que j'ai lues ou qui ont étudié, qui sont revenues avec des enquêtes, qui ont interrogé des gens, etc. Donc je ne me permets pas non plus de parler même pas des écrits partisans, etc. D'abord, je n'ai pas eu le temps, et puis ce n'est pas l'objet de mon travail. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas d'importance, mais je ne sais pas travailler sur ces choses-là pour le moment. Et donc, les épisodes de Qasba 1 et Qasba 2, Qasba c'est la place du gouvernement, qui ont été les deux sit-ins dans lesquels s'est élaboré, moi je dis, toute la quincaillerie, si vous voulez, enfin, je dis ça avec un mot pas très sympathique,
mais tous les éléments qui allaient permettre, après l'organisation du pouvoir, tel que l'a visé tous les militants, tous les gens mobilisés, et ça a marqué, donc entre le droit de manifester, tout à l'heure j'ai entendu le droit de manifester à l'avenue Bourguiba, qui a été conquis de haute lutte, on a failli l'appeler l'avenue de la Révolution, mais les gens ont résisté, ils ont laissé Bourguiba. Et ces épisodes de sit-in dans lesquels s'élaboraient toutes les instances, ce qui allait devenir des partis, etc., avec des rapports de force, de la parole, des disputes, des sit-ins, les gens ne dormaient pas, dormaient sur place, hein, ne rentraient pas, etc., jusqu'à ce qu'arrive le nouveau gouvernement de Béji Caïd début mars, donc Rasba 1 et Rasba 2 ont marqué la naissance d'un espace public qui n'existait pas, en tout cas qui peinait à exister avant 2011, et beaucoup d'encre a coulé là-dessus, avec en plus, ça aussi il faut l'ajouter, à la naissance de ce qu'on peut appeler un espace public, comme on parle à Habermas, même si le mot ne convient pas tout à fait, et il ne faut pas oublier qu'Habermas l'a élaboré dans les années 50 en Europe. Et donc, c'est une effervescence médiatique qui a accompagné cette mise en place d'un espace public. Voilà, ça c'est quelque chose qui s'est élaboré. À part ce scénario, le scénario insurrectionnel, si vous voulez, il y a eu aussi la naissance d'un espace public, et ça c'est à l'actif, je parle encore comme une historienne, à l'actif de la révolution tunisienne. Alors un scénario qui a été positivement vécu et apprécié à cause d'un degré de violence qui à l'époque a été estimé faible, mais on sait que Selmi algérienne encore plus faible comme degré de violence, zéro violence. Et ça aussi, ils ont battu un record, les Algériens, de ce point de vue-là. Et puis, le départ quasi surréaliste, inouï, au sens premier du terme, de Ben Ali. Vous avez vu un dictateur s'envoler en avion? Voilà. Et ça n'a l'air de rien, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça a donné aussi au scénario tunisien beaucoup de force et en même temps une sorte d'optimisme. Et ça, pour agir, il faut de l'optimisme, il faut que les choses soient bien passées, il faut qu'on ait tué personne aussi. Enfin, on en a tué en Tunisie, mais on a su aussi que c'est l'armée qui a tué, plus après le départ de Ben Ali qu'avant. Et c'est pas nous qui avons tué, c'est pas les manifestations qui ont tué, hein, c'est des snipers qui ont tué, payé, j'en sais rien, enfin, bon bref, mais voilà, mais c'est aussi ça une révolution qui marche. Alors, vous voyez une révolution comme ça qui marche, qui est guettée par les caméras du monde entier, le tourisme journalistique et avant le tourisme des ONG, parce qu'on a connu le tourisme journalistique, puis le tourisme des ONG. Donc, les médias se sont fait l'écho un peu de cette explosion de paroles, avec cette naissance d'un espace public, à la faveur du vide de l'État. Alors là, bien sûr, quand Ben Ali s'envole, c'est le vide de l'État. Tous ses coéquipiers, ils ont peur, ils ferment leur téléphone, ils rentrent chez eux, ils prennent l'avion, ils vont à la campagne. Ça fait un vide d'État. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui a permis de construire des choses. Et puis, donc c'est un effet de surprise aussi qui a joué beaucoup, énormément. Un effet de surprise et un effet de vision multilatérale, si je puis dire. C'est comme si on était au centre de millions d'yeux qui regardaient ça, et ça a un peu aussi entretenu le scénario, et ça l'a bien nourri. Donc ces premières semaines insurrectionnelles ont connu une photogénie et en même temps une énergie de ça. Alors, ils en ont tiré une photogénie et une énergie qui a prolongé les mobilisations physiques par des dispositions institutionnelles et des décisions qui ont pu créer des instances de régulation de l'information, notamment, pour préparer des élections, pour suspendre aussi l'ancien parti État, parce que ça aussi, ça a donné une énergie folle. Il y a beaucoup de gens qui disent « Pourquoi est-ce qu'on a suspendu ce parti? On aurait dû le laisser, il n'y avait pas de raison, mais en même temps, dans cette espèce d'euphorie éradicatrice, on a demandé la suspension de l'ancien parti de Ben Ali, etc. » Voilà, tout ça, ça s'est fait au début mars. Et
suspendre à la Constitution. Alors, Badinter, il est venu, lui, il nous a dit un mot dont je me souviens encore. Il a dit la Tunisie, elle est dans l'état de lévitation constitutionnelle. Comme si on ne pouvait pas vivre sans Constitution, en fait. Et en fait, on a vécu sans Constitution pendant 2 ans et demi. À quoi ça sert, en fait? Et on s'est senti obligé d'en faire une. Et on s'est senti obligé d'en faire une. Et maintenant, on en a encore une autre. Bon, c'est ça aussi l'expérience qui se fait dans une révolution. C'est qu'est-ce qu'il faut pour faire une vie politique? Qu'est-ce qu'il faut? De quoi on a besoin? De quoi on a besoin? Bon. Et puis, mettre en place des textes de réforme. Alors là, les textes, ça y va. Hein. On sait écrire des textes en Tunisie. Les appliquer, c'est autre chose. Mais les écrire, on les écrit et voilà. Alors, les projets et les débats politico-juridiques ont rempli l'actualité tunisienne pendant des mois et contribué d'une certaine façon à étendre l'intérêt pour la chose publique en Tunisie dans plusieurs cercles de la population tunisienne, alors que c'était réservé à quelques centaines de militants, qu'on appelait des opposants à l'époque d'avant 2011, dont le nombre était limité à cause de différentes formes de travail, de surveillance et d'empêchement exercés par les agents et outils de contrôle de Ben Ali, en Tunisie, comme à l'adresse des individus et des groupes vivant et œuvrant à l'étranger. Moi, je me souviens très bien qu'il y avait des choses qui étaient... Moi, j'ai toujours œuvré à l'université, mais on me racontait que les réunions et tout étaient très surveillées, y compris à l'étranger, qu'il y avait des fonctionnaires des chancelleries tunisiennes qui surveillaient les gens, etc. et tout ça. Donc, ça limitait beaucoup la société civile, l'espace public. Tout ça, de la surveillance, etc. Alors le seul bémol dans cette espèce d'extension d'intérêt pour la chose publique qu'on a connue en Tunisie on l'a vu chez les jeunes. Les jeunes et les élections, ça n'a pas marché. Déjà dès 2011. On voyait qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ont compris où ça leur ressemblait déjà plus. Autant ils avaient été dans les manifestations, ils n'étaient pas dans les urnes. Ils n'ont pas voté, même dans les premiers. Il y avait 4,5 millions, hein. Il y avait 4,5 millions de votants en 2011. On n'a plus atteint ce chiffre depuis, mais il n'y avait pas de jeunes. Ils ne sont pas venus voter, ce qui montre déjà que même si on n'a pas vu voir, c'était déjà un signe qu'il y avait quelque chose qui était retombé, quelque chose était retombé. Donc un élargissement de la société civile tunisienne, avec une diversification et un plus grand nombre, puisque désormais c'était libre, mais en même temps, pas de jeunes vraiment. Donc, pour résumer, un déroulement immédiat spectaculaire, positif, léger, même photogénique, comme je vous ai dit, avec un effet euphorisant, où la surprise a beaucoup joué après l'inquiétude, mais on s'en rend compte petit à petit, même si dans ce que j'ai écrit, je ne le voyais pas vraiment, parce que c'était toujours, d'une certaine façon, j'essayais de travailler comme historienne, mais je me voyais bien un peu incantatoire, c'est-à-dire, je voulais que les choses arrivent, en fait. J'avais plus envie qu'elles arrivent que je de noter leur arrivée. C'est parce que je ne les voyais pas arriver que je voulais qu'elles arrivent. Donc je sentais déjà moi-même, je voyais bien qu'il y avait une sorte de résistance au changement qui commençait à se faire, et qui était aussi beaucoup dans les structures économiques. Alors, sur le plan économique, rien n'a changé, tout a commencé à péricliter, je peux vous rassurer. Du monde de l'administration, qui a été effectivement envahi par un nombre de fonctionnaires incroyables, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans le transport aussi. Alors on les a remarqués parce que maintenant on s'est remis en question par l'actuel président de la République. Je pense que beaucoup de gens passeront entre les filets. Mais quand vous voyez déjà une administration pléthorique, qui était déjà très pléthorique, et qui en plus, après, vous avez des centaines de milliers, hein, c'est pas rien, hein, de dire oui. Je voudrais ajouter un pourcentage. Dans un pays constitué normalement en démocratie, entre parenthèses, le nombre de fonctionnaires, c'est 2,5%. En Tunisie, c'est 6,3%. Et en Tunisie 6,3%. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec moi? Absolument. D'accord. Et puis donc une résistance au changement, surtout dans les forces de sécurité. Ça, c'est très facile à voir. D'un côté, mais d'une façon assez nuancée. Ils ont commencé à être surveillés, ces chers policiers. Donc on voyait qu'ils étaient corrompus, on pouvait les prendre avec des smartphones en train de prendre des billets à la douane, etc. Donc voilà, il y avait une sorte de discrédit qui tombait sur eux par Monsieur Tout-le-Monde, donc les choses allaient sur Facebook, et donc voilà. Et ils en voulaient un peu aux Tunisiens à la fois de plus pouvoir les pressurer comme ça d'une façon
d'une façon arbitraire, mais en même temps, ils ne changeaient pas, ils étaient furieux contre la population. Voilà, c'est pas que la corruption n'a pas disparu, elle a changé de méthode, mais voilà, il y avait une sorte de, comment dire, de rage un peu des policiers contre la population. Il faut dire la vérité, parce que on a entendu aussi beaucoup d'événements qui n'étaient pas très sympathiques envers la jeunesse, etc., qui montraient que justement, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu une réforme véritable dans les services de police pour qu'on essaye de leur dire, voyons, c'est pas comme ça, les gens ne sont pas tous des assassins, les jeunes qui fument, c'est pas la peine de les mettre... Voilà, il faut essayer de régler ça autrement, trouver des lois, de jeunes qui s'embrassent dans un truc, c'est pas la peine de les mettre en garde à vue, enfin bon, des choses comme ça qui se sont mis à faire d'une façon un peu effrénée, mais parce que justement, il n'y avait pas de... Alors, on a eu... Et ça fait du changement d'une certaine façon, et nous l'avons vécu, et c'était des choses qui montraient aussi que la Tunisie était sur une sorte de, comment dire, de chemin positif. Vous vous rendez compte, maintenant que je reviens sur ces choses-là, on a eu cette haute instance qui a fait office de parlement. Quand au début, elle avait 47, je crois, je confonds les chiffres maintenant, je crois 57 ou 58 représentants volontaires par consensus. Le mot, les Tunisiens adorent le mot consensus, il nous a un peu perdus, mais ils l'adorent. Et après, cette haute instance, début mars, pour que les choses vaillent bien, bon, qu'est-ce qu'il faut? 2 de cette région, 2 de cette organisation, voilà, on est arrivé à 140. Et c'est un parlement un peu bricolé, par consensus, par consentement, etc., a mené la Tunisie jusqu'aux élections de 2011. Non seulement il a mené la Tunisie jusqu'aux élections de 2011, mais il a fait accepter à Béchir Kaït-Sebsi de reculer les élections de juillet à octobre. Quand j'y pense aujourd'hui, que je comprends mieux comment ça se passe, je me dis que c'était quand même un rapport de force qui était terrible. C'est-à-dire qu'on a pu faire accepter des changements de délai, des choses comme ça. En fait, on avait beaucoup d'argent, on a été aidés, etc. Mais surtout, on avait une volonté politique et puis des gens qui étaient consacrés à ça, qui faisaient ce travail-là. Et d'une certaine façon, c'est de l'énergie. Hein, on était tous accrochés, on regardait tous la télé, on ne regardait plus que la télé tunisienne, plus jamais Al Jazeera, plus jamais France 2, plus jamais rien. On avait de la matière, on avait de quoi. Ça vous rend plus tunisien, ça vous rend plus concerné, et ça vous rend plus exigeant. Ça vous rend aussi plus exigeant, plus demandant. Alors, déjà, il y avait des petites choses quand même qui ne marchaient pas, parce que tout ça nous donnait beaucoup d'énergie, mais en même temps, si la production médiatique, la littérature juridique, les rapports d'expertise et les essais des acteurs et témoins engagés dans la construction des différents douages ont permis de construire ces instances dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour les élections, pour l'information, pour la justice transitionnelle, même si elle a été tardive, parce qu'elle a été un peu, K1, voilà, une chose est venue cacher, c'est les questions identitaires. Ça l'avance. Ça a mis beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes, est-ce qu'on est musulman ou on n'est pas, voilà. Ces questions identitaires nous ont fait perdre beaucoup de temps, et on a mis plus de 20 mois à écrire une constitution. Quand je l'ai lu plus attentivement là, ces derniers temps, parce qu'on en a écrit une autre, j'ai trouvé bavarde, peut-être pas la peine d'écrire autant. On a repris le fameux article 1 de 1959, dans lequel Bourguiba s'était montré très malin, mais c'est à se dire si entre 1959 et 2011 la Tunisie n'avait pas changé là-dessus, c'était quand même un peu triste de revoir les mêmes questions des années 60, de les revoir reposer en 2011, c'était une sorte de piège politique dans lequel les islamistes ont mis toute la classe politique et les autres se sont tombés la tête dedans, il faut dire la vérité. Et donc, on a passé beaucoup de temps avec ça. Enfin, on a une constitution en janvier, 4 moutures visibles, hein, je ne parle pas des autres. On a une constitution en janvier de 2014 qui a permis, après quand même des assassinats politiques, ça aussi, il ne faut pas les oublier, ceux de Choukri Belaïd, d'abord de Naguib, puis de Choukri Belaïd, puis de Brahmi, puis des soldats en plein mois de Ramadan, puis des soldats aussi bref, beaucoup d'assassinats politiques, et une année 2015 assez terrible. Et ça, j'y reviendrai. Alors, mais en tout cas, on est arrivé quand même à des élections. Alors, après 2011, l'Assemblée nationale constituante, on est arrivé à un Béchir Kaït-Sebsi qui nous a fait cette transition heureuse, là, la première, avec rien.
Mais c'était un vieux de la vieille, hein, déjà. C'était un vieux d'avant, il avait 84 ans, mais il a fait une coalition électorale qui s'appelait Midetoun. Il a réussi, et c'est vrai, ça nous a fait passer le guet. Ça nous a fait passer le guet. Et donc, la formule du consensus, qu'on dit Tawafaq, qui a été encensée par les acteurs, et puis la littérature politologique aussi, parlait beaucoup de ça, comme si c'était une invention tunisienne. Moi, je ne sais pas si c'est une invention vraiment, parce que pour moi, c'est une formule qui a recouvert une sorte de pouvoir opaque et de deal, pas toujours honnête, on le voit maintenant, on le sait. Il y a eu un deal pas honnête, sur notre dos. Bref, qui a consisté à mettre dans un face-à-face mortifère deux institutions rivales, et ça, j'arrive au problème des institutions, la présidence de la République et le Parlement. Parce que ce qui s'est passé, et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a voulu se débarrasser de la présidence de la République pour faire un Parlement qui serait, lui, un peu le grand régulateur ou le grand ordonnateur, sortir du régime présidentiel pour aller à un régime parlementaire. L'Assemblée nationale constituante devait faire ça, et puis après on s'est enlisé dans une sorte de Parlement. C'est là que le processus politique a commencé à prendre un coup dans l'aile, un peu parce que les partis politiques, est-ce qu'ils ont vu? Vous savez qu'on est arrivé à 237 partis politiques. J'ai jamais vu ça, moi. 237. Seulement 12 au Parlement. On se demande pourquoi il y en a 237 pour qu'il n'y en ait que 12 au Parlement. Mais c'est une anomalie maintenant, je dis. Comment les historiens ils vont parler de nous, là, dans 100 ans? Ils vont dire, ils sont fous, c'est quoi ça? 237, c'est pas possible, qu'on arrive à 237. Bon, alors ce que je vais essayer de faire, c'est comment étudier ces moments de cet avant dont j'essaie de vous parler, et puis de mettre en avant quelque chose qui me semble important pour l'après, pour essayer de vous dire où on en est maintenant, de ce bagarre entre deux institutions, présidence de la République, Parlement. Ça, c'est un peu, à mon avis, le fond de l'affaire aujourd'hui, en Tunisie. Alors, pour revenir, si on veut revenir sérieusement donc à ces différentes étapes, et pour essayer d'expliquer la bifurcation de taille qui est arrivée, parce que c'est une bifurcation de taille qui est arrivée l'été 2021, il faut rappeler cette rivalité obstinée entre un président de la République bloqué dans ses prérogatives. L'actuel Kais Saïd a fait 3 nominations de Premier ministre en quelques mois, jamais il pouvait y arriver. Le premier, ils n'ont pas laissé arriver jusqu'au bout. Le deuxième, ils lui ont trouvé un scandale financier. Et le troisième, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai oublié. Donc voilà, ils ont fait tout tourner court. Donc un président de la République bloqué, élu à 72%. Je vous passe les détails, il est élu à 72% parce qu'il arrive par une sorte de point aveugle électoral qui n'a pas encore été étudié. On n'a eu qu'une étude sur les élections, c'est celle de 2011. On ne connaît rien sur les élections de 2014, rien sur les élections de 2019. On aurait intérêt à se pencher dessus avec des sociologues qui travailleraient sérieusement là-dessus. Pour le moment, on n'a pas d'études dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que Kais Saïd a été élu régulièrement au deuxième tour contre Nabil Karoui à 72%, et pour une fois, un électorat jeune record. Bon, même si vous êtes un peu sceptique, vous dites quand même, on avance, puisqu'il y a des jeunes. Voilà, vous prenez un peu espoir. Vous dites, voilà, ça va. Voilà. Qui c'est celui-là? On ne le connaît pas. Voilà, bon. Ah, il n'est pas du... C'est ce que se sont dit les gens. Il est propre, il est intègre, parce que c'est un prof de droit constitutionnel. On ne lui connaît rien du tout. Il n'était pas dans les partis, donc pas sale, parce que tous les partis, évidemment, se sont fait une réputation de ne pas être très réglo. Lui, il vient de nulle part. Il n'est rien du tout. Les Tunisiens se sont dit, il est propre, donc la corruption, ça va s'arrêter. On ne le connaît pas, donc il ne va pas rentrer dans les TOF. Les jeunes ont voté pour lui. Ah, c'est bien. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a rien à dire. On dit, bon, on attend. Mais surtout, et puis il est bloqué. Il n'arrive pas, entre 2019 et 2021, il ne peut rien faire. Le Parlement le bloque. Rachel Ghanouchi s'est fait élire président du Parlement contre toute licéité, si je puis dire, parce qu'il a fait plein de... y compris pour être élu comme député, y compris pour être élu comme chef président. Bah, ça aussi, il faudrait des études sérieuses là-dessus. On ne les a pas encore, mais en tout cas, il y a des éléments pour le dire. Et en 2021, on était en plein Covid, et en pleine crise.
la crise économique évidemment de continuer. Et voilà, le soir le 25 juillet sort une grande manifestation populaire. Les gens n'arrivaient plus à avoir ni des masques, ni des appareils respiratoires. Tout était bloqué, on l'a compris aujourd'hui, il y avait des lobbies quand même qui bloquaient ça. Et donc, c'était le moment propice, déclaration à 8h du soir, je prends les pouvoirs. L'article 80, c'est moi, l'article 80 de la Constitution de 2014, c'est moi, c'est le président de la République qui prend ça, et il avait avec lui aucun ministre que des militaires. Bon. Et il prend les pouvoirs donc le 25 juillet, puis après, petit à petit, il a dit dans 2 mois, je fais tout, il n'a rien du tout. Dans 2 mois, il a fait un autre pour dire je gouvernerai par décret-loi. Donc il était là encore plus avant dans cette affaire-là. J'ai oublié de vous dire qu'il a congédié donc son chef du gouvernement, qui était déjà pas très réglo, qu'il a fermé le Parlement, sur fond de crise de Covid, et puis voilà, ces manifestations populaires qui ont effectivement accueilli Kais Saïd comme quelqu'un qui enfin allait peut-être résoudre, si ce n'est tous les problèmes, quand même une partie des problèmes. Il ne faut pas oublier que les grands problèmes en Tunisie, c'est aussi la corruption chez le citoyen lambda, et cette histoire d'inanité des partis qui ne fonctionne pas très bien. Alors je me suis aperçue, encore une fois, je reviens un peu à ce que j'ai écrit 6 billets, enfin 6 articles, pour essayer de voir clair un peu dans cette bifurcation, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. Il y a un politiste, Michel Camo, qui appelait ça les soubresauts de la crise d'hégémonie, et que ça, on s'est dit, bon, c'est peut-être un soubresaut encore, mais encore une fois, je veux que vous reveniez à cette idée de la lutte entre un Parlement archi-puissant qui bloque tout, parce qu'ils avaient 300 lois qui n'ont pas voté, les parlements. 300 lois, vous les avez trouvées dans les dossiers. Ils votaient que pour les dettes, que pour la dette, et pour leurs augmentations. Tout le reste, ça n'existe pas. Aucune loi. Ah, ils ont voté 2 lois pour nous mettre de la poudre aux yeux. La loi globale contre la violence contre les femmes, parce qu'ils se sont dit la Tunisie, les femmes, il faut les faire taire. Et une autre loi qui était contre le racisme. 0 application. Et ils ne sont pas passés en plénière. Ils n'ont rien fait. Le Parlement, il ne faisait rien du tout. Donc voilà, ils avaient une institution soi-disant de la Révolution, soi-disant une institution post-révolutionnaire qui bloquait tout. On s'arrêtait de rien faire du tout. Donc sur tous les problèmes économiques, plus le manque d'espoir, plus la demande de sécurité, plus les gens en avaient marre de la corruption, cette reprise en main progressive des libertés accordées, qui avait été déjà accordée par tout ce processus un peu d'émancipation qui s'est construit depuis 2011, mais c'est un processus qui n'était pas maîtrisé, il faut dire la vérité, parce que si on veut être objectif, on ne peut pas dire non plus que c'était tout rose ou tout bien avant l'arrivée de Kais Saïd. Et moi j'aurais tendance en historienne à dire que son arrivée est plus une conséquence qu'une cause. Plus une conséquence de ce qui s'était passé avant et qu'il faudrait étudier et qui n'est pas suffisamment étudié. Quand je vous dis que les élections de 2014 et de 2019 n'ont pas donné lieu encore à des études sérieuses, documentées, etc., c'est aussi qu'on manque un peu encore d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé, pour qu'ils passent, pour qu'ils deviennent candidats et pour qu'ils passent. C'est un mystère quand même jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette suspension de cette dynamique positive dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un peu enrichie d'elle-même, qui était positive d'elle-même, est aujourd'hui d'autant plus mal vécue que les arrestations aujourd'hui se multiplient. On compte beaucoup plus que 100 personnes en prison, dont des leaders politiques, Ashtaranouch, Abir Moussi, etc., je ne dirais pas des moindres, mais aussi d'autres personnes qui sont par dizaines depuis 2021, avec 2 grandes faucilles à l'appui, en tout cas entre les mains la lutte contre la corruption et la lutte contre le terrorisme, avec des textes en plus. La loi 54, et voilà. Puisqu'on gouverne par décret-loi, il n'y a qu'à faire ça. Et on met tout le monde, ceux dont on ne veut pas qu'ils se représentent aux élections, ceux dont on ne veut pas, ceux aussi qui ont volé, bien sûr, il y en a quelques-uns, c'est pas, etc. Mais tout le monde dans le même... Et donc ce spectre de la corruption et du terrorisme qui ont effectivement habité les 13 ans. Il ne faut pas non plus croire que la Tunisie vivait dans un paradis depuis 2011.
même si on a eu ce scénario dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ces deux spectres ont alimenté les découvertes et les constats d'impuissance depuis 2011, qui sont devenus deux prétextes pour couper court à une course qui est devenue une course pour le pouvoir, parce que les 237 partis, c'est aussi ça qu'ils ont exacerbé d'une certaine manière, cette course pour le pouvoir, au lieu que les gens travaillent pour les réformes, pour faire des choses dans les régions. Alors je ne vous dis pas, les inégalités régionales, elles sont restées exactement les mêmes, si ce n'est plus, et puis les atteintes aux libertés fondamentales, qui même s'il y a eu des avancées claires, je vous ai parlé tout à l'heure, d'une évolution sociale certaine, des rapports entre hommes et femmes, à l'intérieur des familles, ça c'est une dynamique sociale que personne ne peut arrêter, mais pas de texte, pas de choses qui garantissent les droits, on continue à poursuivre les gens pour un oui, pour un non. Alors, donc si les choses ne se déroulaient pas d'une façon idéale avant ce fameux 25 juillet, c'est qu'il y avait des choses qui manquaient beaucoup. Je vous ai parlé de cette absence de réforme de services de sécurité. Qu'est-ce qui fait dès la première période que j'appelle transition heureuse, il dit aux policiers, mettez-vous en syndicat. Mais c'est ça aussi qui a fait des policiers, qu'ils ont résisté à plein de choses, y compris à se réformer eux-mêmes. Donc c'est un conseil diabolique, et qui a beaucoup envenimé la vie politique en Tunisie. Un système judiciaire qui a toujours été aux ordres depuis Bourguiba, il faut dire la vérité. On ne connaît pas de juge de judicature indépendante en Tunisie depuis Bourguiba et même sous Ben Ali, mais non seulement ça n'a pas changé, mais c'est presque encore pire maintenant. D'abord parce qu'on a plus de juges, on pourrait se dire, s'il y en a plus, il pourrait y en avoir plus de meilleurs, ou plus de démocrates, ou plus d'indépendants, ou plus d'un peu justes. Ben non, on est un peu sous leur férule, et voilà, donc ça aussi, et l'impunité, etc. Donc la mise à bas des instances spéciales dont je vous ai parlé tout à l'heure, autant on a eu du temps à les mettre en place, etc. Tout ça a été, y compris celle des élections. Celle des élections aujourd'hui, à part la première qui a été un peu réglo, les autres, on a eu 4. On a eu 4 avec des directeurs des présidents qui ont à chaque fois démissionné. Il y en a même un qui a pleuré. Ça veut dire qu'il avait des choses à se reprocher. Et qui n'ont jamais parlé parce qu'ils ont peur. Donc 4 easy avant, qui n'étaient pas... Mais cette easy-là, elle est nommée par le président de la République, s'il vous plaît. Elle devrait avoir 10 membres, eh ben, elle n'en a que 6. Et il y en a un qui est poursuivi. Et puis les autres qui ont démissionné. Non mais c'est quoi? C'est rien. C'est du bricolage tout pur, par en haut. Ce qui vient, c'est pas grave. Donc rien, ni les règles sont respectées, ni les formes sont respectées. Vous savez très bien, voilà, la démocratie, c'est aussi de la forme. Rien. Le président nomme tout le monde, puisque c'est lui qui gouverne, et même cette ISI, c'est la seule instance que nous avons bricolée depuis 2011, elle devrait avoir 10 personnes, elle n'en comprend que 6. Et elle est nommée par la présidence de la République. C'est simple. Un conseil supérieur de la magistrature qui a été créé par la Constitution de 2014, qui est révoqué le 1er juin 2022. 57 magistrats aussi sont révoqués. On les blanchit par mais ils ne sont pas réintégrés. C'est pour ça que je vous parlais de judicature qui peut faire sa petite tambouille toute seule, mais ce n'est pas, ce n'est pas répercuté par l'administration de la justice, et sans compter les interdictions de voyage, etc. L'application de la loi pénale aux journalistes, alors qu'il y a une loi qui s'appelle l'article 115, qui devrait être appliquée aux journalistes. Eh bien non, il passe sous la loi pénale. Et l'article 54, même, qui a été concocté en 2022. Et puis, un parlement, même le parlement qui a été élu donc en 2022, lui aussi, alors il est plus petit, mais parce qu'on a préparé une autre chambre, on a 2 chambres maintenant, donc au nombre on a pareil, on s'est dit on peut voir moins de gens payés. Non, bien sûr, on en aura plus d'abord, et puis ils vont se disputer, on le sait. Et puis ils ne sont pas respectueux de leur rôle, et puis ils n'ont pas fait passer aucune loi intéressante. Même, on attend encore les passeports biométriques, alors je ne sais pas s'ils vont passer ou pas. Ils se sont beaucoup excités sur l'histoire de la Palestine, et puis ils n'ont rien fait. Enfin, bref, encore une fois, un parlement coûteux, on ne sait pas ce qu'il fait, est-ce qu'il va nous servir. Il ne bloque pas le président, hein, ça c'est sûr. Et une population qui continue à être choquée, excédée, etc. Et une nouvelle instance, alors voilà. Parce qu'il faut créer des instances. Je vous dis, les Tunisiens, ils adorent. Un conseil supérieur pour l'éducation. Moi qui suis prof, ça devrait me faire plaisir.
Moi, je ne supporte pas. Pour moi, tout est dans le terrain, quoi. C'est-à-dire, plus on conseille, on le disait en Tunisie, si vous voulez tuer quelque chose, vous créez une commission ou une instance. Voilà. Et je suis prête à croire que ce vieil adage va être ça. Donc voilà, c'est un peu le résumé des paradoxes de cette situation tunisienne. Alors, je ne vais pas non plus vous dire... je vous ai fait en fait un résumé. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Non, que je parle. Combien? Un quart d'heure. Ok, merci. Donc, vous avez vu, je vous ai fait, mais je n'ai pas fait exprès, mais en même temps, je ne peux pas faire autrement. Je vous ai fait un résumé de la vie politique, parce que c'est aussi ça qui va mal, bien sûr, en Tunisie. Et donc, mais je ne voudrais pas rester justement là-dessus, parce que d'une certaine manière, franchement, tout ce que je vous dis, voilà, vous allez vérifier, j'essaye de vous dire les choses les plus tangibles, etc. Il n'y a pas encore toutes les études qu'il faut, mais en tout cas, c'est des études, les éléments d'information que je vous donne sont sûrs. Mais je continue à dire aussi qu'il nous faut encore plus d'études, plus de détails, etc. Parce que pour moi, la temporalité de la recherche, elle est très importante pour qu'on essaie de comprendre, pour recroiser les choses. Mais et je suis, alors beaucoup d'historiens ont écrit là-dessus, et j'ai tendance, il y a beaucoup d'autres historiens, mes collègues qui ont écrit, qui parlent aussi d'une révolution incomplète, qu'il faudrait faire autrement. Nous sommes conscients tous qu'on ne peut pas faire une révolution comme ça, qu'il peut y avoir des retours en arrière, etc. Donc tout ça, nous sommes conscients, mais ça ne change rien ici. Il faut que les choses bougent. Ce qu'il y a de sûr. Alors, politiquement, je vais finir un peu comme ça avec la politique parce qu'elle prend trop de place en général, c'est l'abstentionnisme. S'il y a quelque chose qu'on a perdu en cours de route, c'est la volonté d'élire. C'était tout ce qu'on avait. Et comme on avait eu des jeunes qui ont voté en 2019, aujourd'hui on a 11%. Vous avez vu des élections 11% valables, vous? Ça vous dit quelque chose? 11%, ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Ben nous avons des instances à 11%. Une constitution que le président a écrite lui-même, s'il vous plaît. Il l'a corrigée lui-même, s'il vous plaît. Parce qu'il y a eu des erreurs. On lui a dit, il les a corrigées. C'est un prof. Mais 11%. Après, une deuxième chambre, 11%. Personne ne peut vérifier. Les six membres, aucune femme. Dans ce pays dit des femmes, aucune femme. On se demande bien pourquoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des chiffres et on reçoit des chiffres. Bon, donc si vous regardez dans la politique, on n'est pas, c'est pas, voilà, il y a de quoi dire. Franchement, en 2011, c'était plus beau, on était plus heureux, on était plus, voilà. C'est vrai qu'on était plus heureux, on était plus admirés, on était plus énergique, on était, voilà. Il y avait quelque chose. Pour le moment, voilà, il y a des beaux choses. Moi, je pense que, d'une certaine façon aussi, ça ne veut pas dire que les choses sont complètement mortes, ni rien du tout. Je n'essaie pas de vous consoler, mais j'essaie aussi de vous faire sentir aussi, mais en tant qu'historienne, qu'il faut peut-être regarder ailleurs et regarder autrement aussi la Tunisie. Ce filtre politique, il est très important. Mais je vous dis aussi que le filtre politique n'est pas encore assez étudié. Hein, je pense que c'est des choses qu'il faudrait quand même... Mais il faut regarder ailleurs que dans les seules sphères d'exercice du pouvoir qui ont été prises d'assaut, effectivement, depuis 2021 et qui ne nous donnent pas beaucoup de raisons d'être contents de nous, parce que d'une certaine façon, on se sent un peu reculé. C'est-à-dire qu'on est un peu impuissant et on ne sait pas comment faire, parce qu'on ne sait pas par où attraper les choses. Les gens parlent encore un petit peu quand même, hein. Mais quand vous voyez des gens comme ça en prison, quand vous voyez que vous ne pouvez plus parler, quand vous voyez des décrets-lois qui sortent, on ne sait pas pourquoi, etc., pour une société qui n'a pas tellement l'habitude des procédures démocratiques, qui n'a pas tellement l'habitude du combat politique, parce il faut dire aussi qu'on était sous pression, on n'a pas l'habitude du combat politique en Tunisie, hein. On sort de deux régimes autoritaires très forts. Donc ça aussi, on est un peu décontenancé. Depuis 2 ans, personne ne sait quoi faire, et de voir un peu ces conséquences un peu... Il y a des petits îlots quand même qui résistent bien. Et moi, je vous invite à voir l'exemple de Jemna. Alors là, je vous parle de ça parce que c'est une petite oasis qui a commencé sa petite révolution sociale et solidaire. Et il y a eu des livres là-dessus, et un travail de sociologue, de Mohamed Gallo, etc. Et ça aussi, c'est assez réjouissant.
Voilà, de voir que c'est des gens qui ont commencé en 2011, qui continuent leur travail d'économie sociale et solidaire. Et ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des petits... Mais c'est un petit îlot, une sorte de petite utopie qui est devenue réelle. Et on voit les gens, on voit que ça continue, personne ne les a touchés, ils ont construit une petite autonomie, etc. Mais voilà, il faudrait que ce soit plus important parce que l'économie tunisienne, elle est libérale, comme c'est pas permis. Et donc voilà. C'est pas un exemple unique de réussite, il y a des toutes petites réussites ailleurs, mais elles n'ont pas été assez étudiées pour le moment. Mais ce qui me semble aussi important, peut-être parce que je suis un peu intéressée par la vie culturelle, c'est qu'il y a une créativité culturelle tous azimuts et dans plusieurs domaines. Ça, alors là, vous allez maintenant en Tunisie, vous allez être embarrassé par le nombre de films, le nombre de pièces de théâtre, le nombre de créations musicales, la danse. C'est époustouflant, moi j'arrive plus à tout voir, pourtant je suis très curieuse, et ça c'est extraordinaire. Alors la vie associative, parce qu'on a tendance à parler de ça, on s'est rendu compte qu'on a 22 000 associations. Je me dis, c'est comme les partis, je dis avoir 22 000 associations pour une population de 12 millions d'habitants, c'est ridicule quand même. Bon, et alors le gouvernement, lui, il s'en occupe. Hein. Ils vont revoir la loi des associations parce qu'ils se sont dit, non, ils sont trop, ceux-là, ils sont trop. C'est comme les syndicats des policiers, il faut mettre la main sur les choses-là. Et on voit bien que le gouvernement essaye, même si les associations, il essaye de mettre la main dessus, et il y a une loi qui est en préparation. Et ils veulent mettre la main sur ça pour un peu serrer la vis, probablement. J'en sais rien, le texte n'est pas encore paru, mais à mon avis, c'est pas innocent. Parce que pourquoi aller voir ça alors qu'on a plein de lois qui manquent? Pourquoi s'occuper de ça? Bon, ils veulent s'occuper de ça, bref. Alors, des petites... quelqu'un m'a dit l'autre jour, et je me suis dit que j'allais le dire à la conférence, parce que moi, je ne suis pas du domaine, et il a parlé de randonnée. Il paraît qu'en 2011, on ne faisait jamais de randonnée en Tunisie, et que maintenant, on en fait beaucoup. Ben, c'est un signe de... C'est quand même un signe, non? D'une certaine façon, je trouve. Bon, moi je le redis parce que ça m'a parlé, même si je ne randonne pas. Mais en même temps, ça veut dire aussi ça, une révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dans les endroits comme ça reculés. C'est toujours des randonnées mixtes. Ça veut dire que les habitants acceptent. Ça veut dire aussi que les gardes champêtres vous laissent passer. Etc. C'est un autre esprit, et c'est pas rien. C'est pour ça que j'ai retenu... C'est symbolique, si vous voulez. Je ne dis pas non plus que c'est un changement extraordinaire, mais une révolution se fait de toutes petites choses symboliques qui donnent un peu de... Et donc, voilà, c'est pas... Et pour les élections, je vous disais tout à l'heure, même si on est à 11%, avant, si vous m'aviez interrogé sur 2 millions, 10 millions, les élections, je m'en fous, j'y vais pas, je n'ai pas de carte, je n'y crois pas, etc. Aujourd'hui, je me pose des questions sur les 11%. Je suis une citoyenne lambda. Je réfléchis, je dis à quoi ça... On a vécu cette expérience. Je suis allée chaque fois. Les dernières fois, je ne suis pas allée parce que j'étais trop triste. Mais... ça veut dire que j'ai une petite expérience d'électeur. C'est pas mal. Nouvelle, c'est pas mal. On parle entre nous, on dit ça, tu y vas pas, etc. Donc les élections flop, mais quand même, il y a plus d'électeurs ou d'électrices qu'avant, parce que les gens n'y croyaient pas. Je me dis, c'est un petit capital peut-être pour après, il ne faut jamais le perdre. Et même si les atteintes à la liberté d'expression sont réels. Moi, je pense qu'il y a 2 petits bémols, peut-être. Un syndicat des journalistes épatant. Enfin, moi, je le trouve épatant, parce qu'il est très jeune, très mixte, fille-garçon, et une sorte de, comment dire, de droite ligne. Qu'est-ce que l'information, qu'est-ce que c'est le droit d'expression. Ça, c'est un gars. Je les regarde de loin, je ne les connais pas, mais en même temps, alors, leurs élections, c'est un modèle, je les suis. Enfin, des choses qui sont comme ça, et c'est de gagner, et c'est des jeunes qui font ça tout seuls, etc. Ça aussi, ça me ravit, parce que voilà, je suis une citoyenne qui croit aussi que ça passe par des institutions, que des syndicats comme ça, s'ils tiennent la route, s'ils sont faits par des jeunes, ça veut dire qu'ils vont instaurer des choses, alors que les atteintes à la liberté d'expression, bonjour, hein. C'est pas rien du tout. Et puis je voulais finir aussi par quelque chose qui probablement... le finir le tableau comme ça, par des choses qu'on n'a jamais examinées pour ce reflux un peu politique, etc. Je dis qu'on n'étudie pas assez et que nous, on est un peu sous l'avalanche et un peu dedans. D'abord, on vit entre l'Algérie et la Libye. Et ça, à mon avis, c'est pas anodin. Ça n'a jamais été encore étudié. La Libye nous apporte
du marché, mais ça a aussi fait rentrer beaucoup d'armes en Tunisie, il faut dire la vérité. Donc ça a fait rentrer aussi un facteur de violence qui n'existait pas dans le pays, qui était policier. Il faut dire la vérité, c'est pas parce que c'était calme, parce que c'était policier. Mais bref, mais ça aussi, quand vous voyez le Sud, la contrebande, et puis que les gens aient autant besoin de la contrebande, que les gens aient autant besoin d'informel, dans tout le Sud. S'il n'y avait pas l'informel et s'il n'y avait pas la contrebande, les gens mourraient de faim. Vous êtes dans cette contrebande, nous trouvions des arrangements, et de toute façon, la Tunisie a besoin d'une main-d'œuvre aussi, qui ne fait pas. Et puis, ce rôle de l'armée, dont je ne peux pas parler parce qu'il n'y a jamais d'études, l'armée en Tunisie est d'une discrétion absolue. C'est une de ces. C'est très politique. Depuis qu'elle a été malmenée par Bourguiba, quand je dis qu'ils sont discrets, ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et donc, ils sont discrets. C'est-à-dire qu'ils ils continuent à être là, à agir comme une force contraignante. On a eu des tribunaux civils, on a eu des tribunaux militaires au moment où les tribunaux civils ne marchaient pas, y compris dans la transition soi-disant heureuse ou positive. Donc c'est les tribunaux civils les tribunaux militaires qui jugeaient les civils de manière absolument abusive. Donc une discrétion qui aujourd'hui doit être objet d'études, mais aller prendre des archives chez les militaires, aller les interroger, aller faire des enquêtes, etc. Je ne sais pas si c'est propre à la Tunisie, mais là aussi, je pense que ça fait partie aussi du tableau général. Bon, j'essaie de finir. Vous avez vu que le tableau de la Tunisie est complexe. Il y a beaucoup de remous, qu'il est très difficile de faire un tableau net. Il y a de toute évidence une fatigue citoyenne après le premier élan des premiers mois révolutionnaires. Et ni les élections, ni les partis n'ont réussi à enclencher une vie politique viable et durable, on le sait aujourd'hui, puisque si on descend à 11%, que les chefs des partis politiques sont en prison. C'est impensable. Que la transition et la démocratie, c'est un couple à rabibocher, mais je ne sais pas comment il faut faire. Il n'y a pas de fatalité en histoire, que l'on peut aussi utiliser pour essayer un peu de sortir de la crise actuelle qui est effectivement très grande, très forte et assez dramatique pour une grande partie des Tunisiens, surtout les plus pauvres. Merci. Merci beaucoup pour ce tableau très, très complet de la Tunisie qui va appeler de votre part beaucoup de questions certainement. Je voudrais simplement dire le Amnesty International, est-ce que vous voulez dire 2 mots maintenant? Maintenant. C'est ce qu'on avait convenu. Et puis ensuite on passe au débat. Bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je suis Laurent Mozzo, donc responsable d'Amnesty International pour la Croix-Rousse, Caluire et Rieux, donc très présent dans le quartier. Et ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est cette montée en puissance de l'état de droit, la construction de l'état de droit pendant plusieurs années, mis à mal maintenant, et aussi la liberté d'expression publique qui est montée en puissance et qui est mise à mal maintenant. Quand on analyse en tant qu'Amnesty International la situation en Tunisie, on se dit il y a une figure qui s'appelle Shaima Issa, qui est une des opposantes principales au président Raïs Sayed, qui justement a dit ce n'est pas normal que vous remettiez l'état de droit en cause, tel que vous le faites maintenant, qui s'est exprimé publiquement et qui a été par le régime condamné via un tribunal militaire à de la peine de prison avec sursis, parce que certainement la pression et l'attention des Tunisiens et la pression internationale sur le sujet étaient quand même suffisamment fortes pour qu'elle ne soit pas punie trop. Mais malgré tout, elle fait l'objet de beaucoup de restrictions. Elle n'a pas le droit de voyager, elle n'a pas le droit de s'exprimer en public par la sentence donnée par le tribunal militaire. Et c'est ce que nous, en tant qu'Amnesty International, nous contestons. Donc, quand vous sortez tout à l'heure,
Je vous invite à venir échanger avec nous à la table là-bas au fond. Et si vous le souhaitez, à signer 2 lettres. Une lettre destinée à Shaima Issa pour lui dire notre soutien et une lettre au président pour lui demander de revenir sur la sentence du tribunal militaire. Parce que faire condamner ses opposants politiques par un tribunal militaire, pour moi, c'est quand même un signe que les choses deviennent graves. Voilà ce que je voulais vous dire, donc je vous invite à venir échanger avec nous à la sortie, et puis je vous invite aussi à venir à une conférence qui aura lieu ici même également. Merci à la mairie du 1er de nous inviter là aussi pour cet événement, puisqu'on m'a parlé de droit de manifester, et cette conférence portera sur le droit de manifester le 15 février, ici même, 18h30, et avec une perspective internationale. On va parler de la France, bien entendu, parce que en tant qu'Amnesty International, on considère que l'État français aujourd'hui remet gravement en cause le droit de manifester des citoyens et citoyennes françaises, mais aussi avec une perspective et une comparaison avec la situation dans différents pays. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et place au débat. Vous savez, je crois qu'on peut se passer le modérateur. Moi j'avais une question, mais d'abord je vais me présenter. Donc, je suis Yacine Boiga, maire du 1er arrondissement. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu après le début, donc j'ai pas pu vous accueillir. Mais voilà, c'était quand même l'occasion de vous remercier d'être venu pour nous parler de cette révolution tunisienne et de ses suites. Et moi, avant d'être maire d'arrondissement, j'étais, et je suis toujours chercheuse en sciences sociales, et j'ai notamment un peu travaillé sur la Tunisie et sur la période de transition sous l'angle. Alors moi, ma spécialité à l'origine, c'était les questions de politique pénale, et donc je m'étais intéressée à ces transformations du système pénal et pénitentiaire. Ça m'a permis de voir l'afflux très très important d'experts internationaux pour aider la Tunisie à devenir une démocratie, un état de droit. Et du coup, tout à l'heure, vous avez parlé du tourisme des journalistes, du tourisme des ONG. Non, mais c'est réel. Et puis, je voulais justement ajouter la question du tourisme des experts et savoir qu'est-ce qu'il était devenu. C'est-à-dire, est-ce que sous Kais Saïed, on a toujours même présence très importante d'experts internationaux qui parfois sont en concurrence les uns avec les autres, hein, parce que pour le cas que j'ai étudié, moi, les Américains ne proposaient pas la même chose que les Européens. Et donc, qu'est-ce que c'est devenu ? Est-ce qu'il y a un essoufflement aussi de ça, de cet engouement international pour la Tunisie comme modèle des printemps arabes ? Est-ce que ça s'est aussi essoufflé ? Ou si ça s'est maintenu, est-ce que ça a été réorienté ? Voilà, moi j'avais vu un peu une réorientation pour ce qui était des politiques pénales sur un volet sécuritaire. Au début, il s'agissait de rendre la prison plus humaine, plus conforme aux droits de l'homme, et puis ensuite il s'agissait qu'elle enferme mieux les terroristes. Donc c'est sûr qu'il y avait eu un basculement très fort. Et peut-être sur d'autres politiques publiques, on voit aussi des formes de basculement. Donc voilà, c'était ma question pour vous. Merci. Merci. Qu'est-ce que je fais on fait par coup. Le mieux, c'est que tu réponds tout de suite à Madame le maire. On fait ping-pong, qu'on continue. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je n'ai pas tous les moyens de parler de tout parce qu'on manque d'informations. J'ai dit hier, et je répète aujourd'hui, qu'un des problèmes en Tunisie, ce n'est pas seulement qu'on manque d'informations, c'est qu'il y a aussi un problème de désinformation. Je ne pourrais pas vous le trouver, mais il y a des petits indices comme ça. Mais on a aussi un problème d'information. C'est-à-dire, je vais en rester là pour répondre à cette question, parce que autant peut-être au début de la transition, de la première transition 2011-2012, mais aussi un peu après, on a rencontré des experts qui étaient là pour différents domaines, dont on a vu aussi souvent qu'ils étaient... c'est vrai qu'on avait remarqué aussi qu'il y avait des écoles, des tendances, les Américains, les Anglo-Saxons et les Français, il pouvait y avoir
des choses comme ça, mais il y a des lieux où on a vu, enfin où on a remarqué que ça bloquait, d'une certaine façon ça bloquait. Et un de ceux-là, c'est le monde judiciaire. C'est-à-dire que moi-même, j'ai eu à rencontrer aussi des universitaires italiens ou des universitaires français juristes, etc., qui se préparaient, qui travaillaient très très sérieusement, qui se documentaient, qui venaient écouter mes conférences, alors que moi je ne parle pas spécialement de droit, etc., parce qu'ils voulaient aller en Tunisie, aider, etc., et que tout ça n'a pas du tout abouti. Ce qui a abouti, et sur le monde aussi pénitentiaire, alors il y a eu des essais de la société civile assez concluants, par exemple d'expériences de faire entrer la lecture, des choses comme ça, des manières un peu de rendre la détention moins, comment dire, plus humaine et que les détenus soient considérés des personnes comme les autres. C'est pas, ça a bien déclenché une réflexion là-dessus en Tunisie, parce qu'il y a eu des films, il y a eu des interventions, parce que tout ce qui passe en film, même dans les feuilletons, on le sent, dans les feuilletons du Ramadan qui sont très populaires, etc., ces questions sont abordées. Mais on n'en voit pas le résultat. Il y a, à mon avis, quelque chose qui a bloqué. Où est parti l'argent? On n'en sait rien. Parce que maintenant, en Tunisie, voilà, on brode beaucoup là-dessus, mais ça aussi, il faut des études. Où est parti l'argent? Parce qu'on en a eu de l'argent. Et on a eu effectivement des experts qui sont arrivés un peu partout pour essayer d'aider. Bon, on a eu aussi des experts qui étaient un peu, comment dire, qui étaient comme sur des jeux vidéo, vous savez, ils viennent là, ils croient qu'ils ne savent pas qu'ils ont affaire à une société, enfin, qui sont là avec des recettes, qui sont là pour mériter leur salaire, ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, on a eu ça, mais c'est pas mal aussi qu'une société se rende compte, et les Tunisiens sont un peu fiers, ils n'aiment pas ça, hein, parce que ça veut dire, eux qui exportent leurs élites un peu dans le monde entier, il ne faut pas leur faire ça, hein. Ils sont très, très à cheval là-dessus, donc si on vient les prendre d'en haut et de haut, non, ça va pas. Donc on a eu des experts aussi comme ça, il faut dire la vérité, on a eu cette espèce de population internationale, comme ça, les gens d'avion en avion. Moi, je les ai rencontrés, j'ai parlé avec eux, qui sont des gens de bonne volonté, comme on dit, des humanistes, etc., qui ont essayé d'aider, notamment dans le domaine judiciaire et dans le domaine du journalisme. Parce qu'ils ont bien vu que c'était, je pense qu'ils ont vu avant nous, qui étions un peu dans le feu, que c'était des choses qui se bloquaient. Et c'est vrai que c'est de l'information et la justice, rien. Il n'y a jamais rien eu, à ma connaissance. Mais la police et les journalistes, rien. Et on ne voyait rien venir. Rien venir. C'est-à-dire on ne voyait pas de signe que la police avait changé, qu'elle se conduisait autrement. On les voyait de moins en moins, et puis maintenant on les voit sur leur smartphone en plein carrefour. Ils s'en fichent. Ils fument en plein carrefour. Ils s'en fichent. Voilà. Les policiers aujourd'hui font ça. Très peu. Alors l'autre jour, ma fille a eu affaire à un policier gentil, elle m'a dit comment ça existe? Elle était même étonnée. Et je lui ai dit ça existe. Mais on en a presque perdu le sens. C'est-à-dire qu'au niveau, encore une fois, judiciaire, policier et des médias, si ce n'était pas tous les journalistes de bonne volonté, parce qu'il y en a quand même, etc., sans compter que le journalisme il est infesté par le business. Ça aussi, hein, je veux dire. Mais on a quand même des gens. C'est pour ça que je vous ai parlé du syndicat des journalistes, parce que moi je trouve que c'est assez héroïque, dans un pays où le journalisme est acheté par le business, que des journalistes vrais naissent, se syndiquent, font quelque chose, etc. Mais franchement, je ne sais pas si je réponds assez précisément à votre... Je ne sais pas s'il y a une réorientation, je ne suis pas au courant, je n'ai pas de... Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ce qui s'est fait au début, à mon avis, on n'en a pas vu, la suite, et tout le monde parle d'un état déplorable de prison, d'un encombrement encore plus fort qu'avant, mais ça ne nous a pas empêché de faire des choses surréalistes. Vous savez, vous avez entendu parler de la fuite de Monagui l'autre jour. Des 7 ou 8 personnes ont fui, terroristes, s'il vous plaît, terroristes dans un pays qui prétend se défendre contre le terrorisme. 7 terroristes ont fui des prisons. Ils ont été rattrapés et ils sont rentrés dardard à la maison. On n'a aucune information. Aucune. Comme si c'était rien passé. Mais c'est digne d'un film. Eh bien, ça s'est passé en Tunisie. C'est vous dire à quel point tout ça est opaque.
Voilà. Donc je n'ai pas des éléments pour vous répondre honnêtement, franchement. Oui. Bonsoir. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vraiment malheureux quand même que on s'est toujours débrouillé tout seul? C'est vrai que vous dites qu'on est fiers, les Tunisiens, etc. Mais je pense sincèrement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, que ce petit laboratoire de démocratie, cette révolution qui a donné vraiment l'étincelle pour ce printemps arabe, hein, qui a mal tourné partout, sauf en Tunisie, mais maintenant quand on voit un petit peu avec les années qui passent, on se dit quel est le résultat, qu'on a été abandonné, mais vraiment laissé, abandonné de l'Europe, abandonné du monde entier. C'est vrai, peut-être qu'il y a des experts qui sont arrivés et qui ont donné des conseils, certes, mais je pense qu'on a été vraiment délaissé. Au niveau économique, je parle, au niveau argent, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et ça rejoint à une autre question qui vraiment me tarabuse et qui me dérange énormément et que je ne l'ai jamais compris. Vous avez dit tout à l'heure, tout cet argent, où il est parti, mais je parle de tout l'argent qui était parti avant, donc du temps de Ben Ali, qui est dans les banques suisses, d'accord, et autres, et qu'on a mis 10 ans, qu'on a passé même le délai légal pour aller le réclamer, et personne ne s'est réveillé avant, certainement des personnes qui ont dû le faire, mais ils n'avaient pas assez le pouvoir, pour au moins rapatrier cet argent-là qui était aux Tunisiens et qui aurait éventuellement aidé. Voilà, moi ça c'est vraiment deux questions qui me font vraiment tout doucement hurler, mais voilà, c'est l'impuissance et je ne sais pas, voilà, c'est quand même, l'économie, c'est quand même, pourquoi, hein, c'est la pauvreté, parce qu'on n'a rien, parce que, qu'est-ce qu'on donne aux jeunes actuellement en Tunisie? C'est le chômage, c'est la pauvreté, mais, et il continue à... Tout ce qui intéresse l'Europe, je suis désolé, c'est retenez les migrations. Et on vous donne de l'argent et on vous donne tout ce que vous voulez, c'est un budget, mais retenez les immigrants. Mais pas du tout pour aider à développer cette Tunisie, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a rien. On n'a ni pétrole, on n'a rien, on n'a rien. On a un peu de phosphate et de dattes et d'huile d'olive et du tourisme qui a été massacré avec toutes les années de terrorisme et de Covid, etc. Mais on n'a rien. Et on essaie un peu de se débrouiller. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas assez aidé et qu'on est laissé pour compte. Pardon. Merci pour votre question. Alors, je vais la prendre un peu à rebrousse-poil parce que je ne suis pas d'accord que le tourisme, les dattes et l'olive, c'est rien. Je pense que nous gérons mal ça. Je pense que ce sont des richesses que nous ne mettons pas assez en valeur. Et j'incrimine nos responsables d'abord. Donc, pour moi, il y a une agriculture qui est délaissée en Tunisie. Elle a été délaissée depuis l'indépendance. Elle a été délaissée aussi par cette idée, ça aussi il faudrait faire l'histoire de la culture politique en Tunisie, la structure des études, comment, si vous regardez l'enseignement supérieur, on a supprimé l'enseignement professionnel, on aurait dû rester aussi dans un enseignement qui est plus propice à une diversification des métiers. Les Tunisiens, pour eux, s'ils ne travaillent pas dans une banque, si maintenant ils ne sont pas à l'étranger, ils n'ont pas réussi. Ça a été mis dans leur tête. Et pourquoi? Et pourquoi un boulanger, c'est pas quelqu'un qui a réussi? Et pourquoi un plombier, c'est pas quelqu'un qui a réussi? Et pourquoi un menuisier, c'est pas quelqu'un qui a réussi? Dans la tête du Tunisien, aujourd'hui, non, chez les jeunes Tunisiens. C'est ça qui s'est passé. Et nous en sommes responsables. Moi, nous sommes des pays maintenant, je veux dire, on est indépendant ou on ne l'est pas. Si on ne sait pas gérer nos pays, on ne sait pas gérer nos pays. Si on obéit au plus fort, au plus calculateur, nous sommes responsables de ça. Et évidemment, nous sommes entre les mains des plus forts, des plus calculateurs. Et évidemment, nous sommes un petit pays. Et pourquoi on fait ça avec eux? Et pourquoi on leur donne les moyens? Et pourquoi on ne met pas de pression? Ce qu'a fait la Suisse aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vous restitue à la Tunisie les biens de Samira Trabelsi et des deux filles, des deux premières filles de Leïla Trabelsi. Il n'y a pas que ça. Et si le gouvernement tunisien faisait son boulot, on aurait Ben Ali, Leïla et tous les autres. Nous ne faisons pas notre boulot. Nous ne faisons pas notre boulot, même petit pays.
Politiquement, on veut être souverain, on ne veut pas être souverain. On ne s'en donne pas les moyens. On fait papa, Palestine, et rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait pour la Palestine? Rien du tout. Moi, j'incrimine nos responsables, mon gouvernement, mes députés. Et ça, on n'a pas été à la hauteur. Notre classe politique. Alors, un peu parce qu'on n'a jamais vécu dans une vraie vie politique, je vous l'accorde. Mais aussi un peu parce qu'on est un peu filou. Les Tunisiens, c'est des filous. Il y a une filouterie politique qui est dans notre mentalité, je vous l'accorde. Qui est dans la mentalité, moi je peux le dire parce que c'est mon pays, c'est ma société, je la connais. Et je refuse de dire que je suis abandonnée par l'Europe. L'Europe, elle reste chez elle. Elle est chez elle, l'Europe, elle fait ce qu'elle veut, elle est forte, elle reste chez elle. Je fais chez moi ce que je dois faire. Et si je me mets à être députée, si je me mets à être ministre, eh bien je travaille à ça. Eh bien c'est que tous les gens qui se mettent à être députés, à être ministre et ça, ils ne font pas ça. Ils dealent avec les forts. Ils dealent avec le néolibéralisme. Ils se vendent. Et ils ne font pas leur boulot. Et c'est ça qu'on a appris depuis 2011. Cette classe, 450 ministres en 13 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour avoir une petite ligne sur sa carte de visite. Et pourquoi on devient ministre? Et puis après on se taille et on met ex-ministre en tête. On a 450 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Moi, j'incrimine le travail politique et la conception de la politique. Et 2011 aurait pu être une chance, effectivement, pour qu'on le fasse. On n'est pas abandonné par l'Europe. L'Europe travaille pour elle, pour son intérêt. Moi, j'en voudrais à personne de travailler pour l'intérêt. Et si nous exploitions nos taxes, mieux que ça, et si nous ne vendions pas l'huile d'olive à l'Italie avec une appellation contrôlée, l'Italie ne vendrait pas notre huile sous une autre appellation. Et si nous faisons du tourisme qui n'est pas seulement un tourisme de plage, si nous faisons un autre tourisme, eh ben on peut avoir du tourisme. Et d'ailleurs, il se développe. C'est à nous de faire ce qu'il faut faire avec les ressources du pays, avec nos faiblesses, avec nos limites, et avec un peu plus d'honnêteté que nous l'ont fait nos politiques jusque-là. Nos politiques ne sont pas honnêtes, ils sont arrivistes, et ils sont aussi occupés par cette espèce d'aura des 450 ministres qui ont été ministres de 2011 à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'il y en a un qui peut dire j'ai fait quelque chose? Je vais les compter, moi. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous, d'une certaine façon, vous dites ça parce que vous pensez qu'il y a un rapport de force. Je suis d'accord avec vous, il y a un rapport de force politique. Mais quand vous connaissez votre place, que vous savez que vous êtes faible, eh bien vous renforcez vos forces. Mais vous ne volez pas. Parce qu'il y a eu des gens dans les banques qui le font. Il y a 23 banques en Tunisie. Qu'est-ce qu'elles font? Allez, parlons du système bancaire. C'est des Tunisiens, hein. 23 banques en Tunisie. Vous en avez combien en France? 1 million d'habitants. Quelle richesse on a, nous? Si ce n'est pas des petites bricoles pour voler l'argent des gens. On a la téléphonie la plus chère de tout. Ah ben, on leur donne des autorisations pour nous pomper, nous. Et c'est des responsables. On signe des accords de l'enseignement supérieur pour envoyer des gens partout. Moi, je sais ce que je veux dire. On signe pour que des universités privées étrangères viennent enseigner en Tunisie. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On est 12 millions d'habitants. Non, nous avons des politiques qui ne savent pas faire la politique comme il faut. Moi, je ne sais pas la faire, la politique. Mais je sais gérer des choses simples. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dirais pas qu'on est abandonné par l'Europe. Je ne suis pas... Ça, c'est Béjérès qui disait ça parce qu'il faisait le pariole. Parce qu'il a fait le mendiant à Davos, qu'on ne lui a rien donné. Moi, je n'irai pas mendier à Davos. J'exploite mes dattes, j'exploite mes olives, je m'occupe de mes céréales, parce qu'on a vendu nos céréales, vous savez. On a vendu nos semences en Tunisie. Des gens ont vendu des semences tunisiennes, qui sont parmi les meilleures au monde. Après, on a des céréales qui ne servent à rien ou presque, en tout cas qui ne peuvent pas régénérer. Vous savez ça? Et c'est des Tunisiens qui ont fait ça. C'est pas l'Europe. Bon, ils ont dealé avec nous, hein. Mais il y a bien des gens qui ont fait ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la Banque centrale, aujourd'hui? C'est tout ce qu'elle a fait, récupérer l'argent de Samir et de filles et les autres. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont nommés, ils ont des salaires mirobolants, ils paraissent à la télévision. Non, non, je pense que c'est cette idée aussi que la politique aujourd'hui est une politique... bien sûr que l'argent est le nerf de la guerre. Mais l'économie, c'est politique. Et vous faites avec ce que vous avez. On a des dates, on a des céréales, on a de l'huile d'olive et on a du tourisme. Ya Rabbi Malik al-Hamd, on commence comme ça. Et on fait un enseignement meilleur. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé l'enseignement professionnel pour que tous les informaticiens partent? On a besoin de tant d'informaticiens? On n'en a pas besoin. La preuve, c'est qu'ils partent. Je peux dire un mot juste. Pardon, Merci. je ne sais pas si je vous ai répondu, mais... Moi, juste dans le prolongement de ce que tu viens de dire, moi j'ai beaucoup apprécié, merci beaucoup, merci infiniment, c'est très instructif. C'est très instructif, je te remercie beaucoup. Pardon, je vais juste dire un mot. Je remercie beaucoup, non, parce que l'habitude, on l'a invité plusieurs fois, elle a toujours répondu aux invitations de Français, et c'est remarquable. Je suis très content de t'écouter, l'exposé est très, très complet et très instructif. Je voulais dire juste un mot ou deux, et ce sous ton contrôle, bien sûr. La première, c'est pourquoi, effectivement, les divisions en conseil. Alors, pourquoi les Tunisiens en conseil? Effectivement, moi j'ai échangé beaucoup avec Pierre-Robert Batuet, qui a fait beaucoup de travaux sur la Tunisie. Alors, ce qui revient, je crois que j'ai échangé aussi avec Daniel, avec d'autres, et ce qui revient, c'est qu'on a pensé l'État, et les juristes ont pensé à la réforme. Et donc, l'angle mort de la réforme, c'est l'économie, c'est-à-dire les aspects socio-économiques. Tout ça n'a pas été pensé. Le juriste constitutionnaliste qui a pensé, je ne citerai pas le nom du juriste qui a présidé un peu à la réforme en Tunisie, avait pensé l'État, et c'est tout à fait normal qu'il pense l'État, parce que de par son expertise, un juriste constitutionnaliste, il pense l'État, il ne pense pas l'économie. Ça, c'est la première faiblesse, et ça, je livre ça à toi de voir, mais effectivement, c'est à la remarque où, peut-être c'est une critique aussi aux ceux qui ont pensé à la réforme, notamment, je citais Yad Ben Achour, évidemment, celui qui est connu. Ça, c'est une donnée fondamentale dans la conception de la réforme en Tunisie. Et deuxième chose, et je crois que c'est la raison pour laquelle ils ont pensé l'État, parce que l'État pose problème dans ces sociétés, pas simplement en Tunisie, alors au Maroc, dans la plupart des pays du Sud, l'État pose problème, parce que le pouvoir d'État, y compris dans son sens premier, c'est-à-dire le pouvoir absolu. Alors que les États modernes, la conception moderne de l'État, elle évolue vers une triple limitation du pouvoir d'État. La première limitation, elle a été posée par Jean Locke. Ça remonte à très loin, puis ça a été repris par Montesquieu. C'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir du chef d'État, il peut être arrêté parce qu'il est puissant, il a les services de renseignement, l'armée, la police, etc. Je vais vite, etc. Donc, qui va contrôler? C'est le Parlement. Donc, il faut redonner du pouvoir au Parlement. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. On a voulu penser réduire l'autoritarisme du chef d'État en donnant plus de pouvoir au Parlement. C'est la première limitation. La séparation des pouvoirs et la limitation du pouvoir par le pouvoir. La deuxième raison, c'est que l'État doit être limité par le respect des droits fondamentaux. L'État, le pouvoir d'État doit être limité par la société, par le pouvoir de la société. Ça, c'est la deuxième limitation. C'est le respect des droits fondamentaux, les droits individuels et politiques, les libertés publiques. Les libertés publiques sont une deuxième limitation du pouvoir d'État. Freiner le pouvoir d'État par le respect des droits de la société et des individus. Ça, c'est la deuxième limitation. La troisième limitation, c'est la plus grande limitation, sans tout ça, c'est l'État de droit. Le respect de l'État. Il n'y a pas de démocratie sans respect de droit. Je te remercie encore une fois. Merci beaucoup pour ton exposé. Je te remercie. Je voudrais juste revenir à cette idée du politique prédominant. Personne ne peut en vouloir un peu aux premiers acteurs de la transition, d'avoir pensé à... C'est dans la culture politique de la Tunisie. On vit dans une culture constitutionnaliste, même dans les débats de Kasba 1 et Kasba 2, la droite et la gauche, en tout cas les islamistes et les autres se rejoignaient sur une chose, ça veut dire qu'il y a une culture politique dans la Tunisie. Elle est imprégnée de cette culture très française, bien même si on a fait notre constitution avant la colonisation, mais la constitution de Cedar Bey, elle était aussi un peu commandée par l'époque. Elle était aussi commandée par la situation internationale de la Tunisie à l'époque. Elle était commandée aussi
par la lutte de l'Europe contre l'Empire ottoman, etc. Elle était aussi le modèle ottoman constitutionnel à jouer pour la... Et ça, vous pouvez pas minimiser ça dans l'histoire d'un pays. C'est-à-dire que la culture de ces intellectuels, de ces juristes, elle est là-dedans. Donc on ne peut pas en vouloir un peu aux premiers acteurs, c'était d'avoir pensé qu'à l'État. C'était tout ce qu'ils avaient, c'était leur culture, personne n'y a vu du mal et tout le monde était versé à ça. Et c'est une constitution, moi je l'ai remarqué et je l'ai suivie, elle a été écrite par autre chose que les députés. Ça aussi c'est un des fleurons. Et ça aussi c'est ce qui fait la faiblesse de la constitution actuelle qui a été écrite par une seule personne, qui est le président de la République. Ce que l'on oppose et qui est effectivement un argument aujourd'hui. La constitution de 2014 qui a duré n'a pas été écrite que par les députés. Mais c'est pas mal pour la démocratie. Ça ne veut pas dire que les 217 députés de l'époque y ont participé. Ça veut dire qu'il y en avait 25, 30 qui ont participé. Mais comme il y avait les réseaux sociaux, moi je les suivais. Tout le monde était là. Et le jour de la proclamation de la Constitution, il y avait du monde. Hein. Ça veut dire que les gens se sentaient concernés. Donc c'est beau en soi qu'un constitutionnaliste arrive à un résultat comme celui de 2014, même si je vous ai dit que la Constitution était bavarde, qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas traitées. Bon, sur le plan des libertés et tout, elle est bien écrite, relativement bien écrite. Et d'ailleurs, Kais Saied s'est bien gardé de toucher à ça. Parce que ça, c'était un vrai travail. S'il y a un parti qu'on doit garder dans la Constitution de 2014 qui a été travaillé, c'est ça. Ce sont les partis économiques, ce sont les partis de gouvernance, ce sont les partis sur la décentralisation et tout, qui n'ont pas été très bien écrites par les autres parce qu'on n'avait pas la culture, parce qu'on n'avait pas l'histoire, parce qu'on n'avait pas l'expérience, parce qu'on n'avait plus le temps, parce que tout le temps a été bouffé par les histoires d'islam ou pas islam, etc. Vous comprenez? Donc d'une certaine façon, c'est ça l'histoire. C'est qu'est-ce qu'une élite, qu'est-ce que des intellectuels peuvent faire de leur histoire, de leur héritage et tout. C'est jamais parfait, et après, bon, on reprend. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est que tout le monde pensait à cette limitation du pouvoir. C'est pas personne, mais personne ne pouvait penser aussi à mal. C'est-à-dire qu'on est un peu idéaliste, on ne sait pas, c'est comme quand vous élevez un enfant, vous ne savez pas ce qu'il va devenir, qui il va rencontrer, qu'est-ce qu'on va lui mettre dans la tête, ou comment il va tourner. Je veux dire, c'est ça aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le pouvoir de la société le joue en ce moment. D'une certaine façon. Elle ne le joue pas d'une façon qui sont dites quand même sur la manière de gouverner, etc. Les pro-Kais Saied et les anti-Kais Saied s'expriment, même s'ils ne s'étalent pas là-dessus, parce que les choses sont un peu plus difficiles, que les gens ont peur d'être mis en tôle, parce que l'article 5... Donc les gens aussi choisissent leur vocabulaire maintenant, ils font plus n'importe quoi. Donc le pouvoir de la société a un petit peu, je ne dis pas augmenté beaucoup, mais il s'est un peu développé. C'est l'état de droit qui est à terre. Ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est ça qui est le plus triste. Le plus triste, c'est ça. C'est ce déni de l'état de droit que les gens réclament, dont les gens ont conscience et qui n'est pas respecté. Ça, je vous l'accorde, ça c'est vraiment une forme d'échec effectivement assez difficile à vivre en ce moment. C'est l'échec de l'état de droit en ce moment. Vous avez parlé comme un signe encourageant quand même de la vitalité du monde artistique et des producteurs artistiques. Nous, à Coup de Soleil, on suit notamment, particulièrement, tout ce qui est littérature, cinéma, bande dessinée. Et donc, effectivement, il y a une remarquable production cinématographique. La bande dessinée fonctionne de façon vraiment très, très intéressante. Dans les dernières productions cinématographiques, il y a deux films qui me font dire qu'ils sont peut-être le signe d'un état d'esprit de la société intellectuelle tunisienne ou quoi. C'est Ashkal, avec ces gens qui prennent feu et qui se jettent dans le feu, etc. Et puis Par-delà les montagnes, avec cet homme qui s'envole, etc. Je me demandais si vous approuvez un peu cette idée que c'est peut-être un signal faible de cette société intellectuelle, jeune et artistique qui veut s'envoler, qui veut s'arracher à ce système. Oui, il y a les filles d'Olpha aussi, tu as raison. Ah oui. Merci. Non seulement j'approuve, mais j'aime. Mais je vais vous dire, oui,
vous allez sur une corde sensible. J'adore ce cinéma parce que c'est un cinéma aussi qui veut être universel. Il se sort un peu du couffin, du chameau, de la médina, du couscous et du jasmin. J'adore. C'est très bien. Ça veut dire aussi qu'ils ont des choses à dire, y compris sur le plan artistique. Et j'adore ce genre de choses parce que c'est pas. J'aime tout ce qui fait la Tunisie, mais en même temps que des artistes aussi s'émancipent un peu de ces éléments folkloriques aussi. Ça veut dire ils aspirent aussi à un dialogue universel avec d'autres artistes. J'adore ces films-là. Mais moi, je vais vous parler des films d'Olfa, évidemment. Alors, Ashkel et les filles d'Olfa concourent aux Oscars. Ça, vous le savez, ça. Bon, c'est aussi le néolibéralisme, hein. Ne nous leurrons pas. Mais voilà, ça veut dire qu'ils ont les codes. Ils ont les codes. Mais moi, j'ai envie de vous répondre par deux autres films aussi qui sont très intéressants et qui pourraient être... Parce qu'Ashkel, vous ne voyez pas, même si tout le monde allait le voir, ou Par-delà les montagnes non plus. Voilà, c'est des films un peu intello, films d'auteur. J'adore, hein, j'adore ce cinéma. Mais les filles d'Olfa, les gens le verraient parce que ça concerne aussi l'histoire tunisienne, le terrorisme et tout. Mais je vais vous parler de deux films qui, eux, pour moi, veulent dire aussi autre chose. C'est pour vous dire que le cinéma tunisien a un spectre très large. L'un s'appelle El Mabain. Je ne sais pas, il a un nom anglais, j'ai oublié. Je vais vous dire le nom en français. Il s'appelle El Mabain. Et l'autre s'appelle L'aiguille. Voilà. The Needle. Parce que maintenant, ils ont des noms arabes et anglais, s'il vous plaît. Hein. Le français, excusez, ça ne fait pas arriver à l'international. Et donc, et ces deux films, vous savez de quoi ils parlent? Ils sortent à 1 mois de différence. Ils parlent des transgenres, des transsexes. Non, on m'a dit que c'est pas la même chose, pardon. C'est pas la même chose, je me suis encore trompée. Des transsexes. 2 films, coup sur coup, sur un sujet comme ça. Vous avez vu, et ça, moi je parle de la société encore, je ne parle pas seulement de l'art, mais je parle de l'effet sur la société, etc. Et ça, même si, alors j'ai vu les 2 films, il n'y a pas foule, mais ils restent sur les écrans. Ils continuent à être projetés, les gens en parlent, les réalisateurs s'expriment à la radio, on sait que c'est de ce problème-là qu'on parle, et on sait que les 2 réalisateurs, enfin, ils se disputent entre eux parce que l'un aurait volé, ou je sais pas quoi, enfin, ça c'est l'histoire des artistes et des intellectuels, c'est insupportable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les gens demandent une loi pour cette catégorie de gens. C'est une demande de droit. C'est des histoires vraies de ces enfants à qui on donne un sexe alors que peut-être eux, ils vont en être un autre. Qui est un problème de liberté individuelle qui est mis en récit dans un film qui peut arriver aux gens. Et aujourd'hui, le cinéma tunisien, il est projeté à la télé, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, pour moi aussi, ça veut dire, c'est juste que je veux ajouter à votre intervention, qu'il y a un spectre du cinéma tunisien extrêmement large. Cinéma d'auteur, international, on sort du folklore, etc. Et puis cinéma sociologique, on s'occupe des problèmes de la société, c'est ça le plus intéressant, etc., etc. Et puis Les filles d'Olfa, qui est un film pas banal du tout, parce que sous prétexte, c'est pas bien de dire ça, c'est faux, c'est une fille qui, la réalisatrice n'a pas su, ou a trouvé en tout cas à mon avis, le moyen de parler d'un phénomène très, très important qui est le départ de 2 filles terroristes dans une famille de 4 filles et qui a pris toute la confession de la mère. C'est la confession de la mère et la confession de la mère est sublimée par le film parce que la mère raconte à tout le monde, y compris à la caméra, ce qu'elle a vécu et là où elle pense qu'elle s'est trompée, parce qu'elle pense qu'elle s'est trompée pour que ses filles partent en Libye avec des terroristes, mais elle en a gardé 2 qui, elles, ont très bien compris la leçon et qui s'émancipent. Et donc tout le film est à la fois, c'est comme une psychanalyse de la mère,
une émancipation des filles que l'on voit, dans leur manière de jouer et presque dans leur manière de suggérer comment, à la réalisatrice comment elle doit faire, et en même temps deux acteurs qui sont un peu des supports, des supports un peu de la narration, qui est très habile, etc., dans lesquels les deux, on voit les deux acteurs, et moi j'ai envie d'avoir ce film, parce que pour moi c'est très vivant, hein, ces deux acteurs eux-mêmes ont des crises éthiques pendant le tournage. Et l'habileté de la réalisatrice, sans le dire beaucoup, on voit les deux crises éthiques des acteurs, qui ont un problème devant ce problème des mères et des filles, la vérité, quelle est la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, le vrai, le faux, le vrai, le bien, le mal. Voilà, pour moi, cette puissance d'expression, il n'y a que des révolutions qui donnent ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a que des révolutions qui donnent ça. Ouais. Alors, moi, c'était tout au début, vous avez dit qu'il y avait un moment, les questions identitaires sont venues pour un petit peu perturber le processus, notamment la question de l'islam. Mais il y avait aussi d'autres questions, et notamment, même si cette question-là ne s'est pas posée avec autant de pertinence et de puissance qu'au Maroc, en Algérie et même en Libye, c'est la question berbère. Je sais qu'en Tunisie, le nombre de personnes locuteurs qui le parlent est estimé entre 300 000 et 500 000. Je sais aussi qu'il y a des associations. J'ai été au premier forum social mondial de 2013 et 2015 et j'ai vu qu'ils étaient présents. Du coup, sur cette question-là, est-ce que les Tunisiens, à travers cette révolution, ils ont redécouvert cette partie-là de leur histoire qui est présente, hein, mais qui n'est pas assumée. Ni à l'Algérie ni au Maroc à cause du substrat berbère, pas seulement parce qu'il a été oublié, mais je crois qu'il faut aussi penser que la Tunisie est un pays de brassage plus grand. Et des brassages, ça veut dire effacement. Des brassages, ça veut dire effacement, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est un pays côtier, c'est un pays entre le sud du Sahara et le nord du Sahara, etc. Donc la question et le substrat berbère, c'est aussi beaucoup plus mélangé, ce qui fait qu'au résultat, ce qui en reste aujourd'hui comme trace palpable est plus faible qu'en Algérie ou au Maroc. D'abord, l'Algérie est un pays infiniment plus grand, plus vaste, plus étalé, plus en tout cas dans la multiplication un peu de la culture et de la langue berbère. Mais ce qu'il y a, c'est quelque chose qui était un peu, vous dites mineure, mais elle est minimisée, mais elle est mineure en elle-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je fais partie d'une association qui s'appelle Lotus et qui traite la question berbère, la question juive, etc., comme les traces du passé, et qu'il y a plusieurs autres associations qui s'occupent de ça. Je sais aussi qu'il y a un enseignement de berbère, mais on n'en est pas encore à cette habitude maintenant qui s'est beaucoup répandue au Maroc ou en Algérie, de se saluer en berbère, etc. Je veux dire, il n'y a pas du tout une population concernée, ou en tout cas qui a été touchée par ça, autant qu'en Algérie et au Maroc. Mais il y a effectivement, je disais hier dans le séminaire, qu'il y a effectivement que la question berbère, aujourd'hui, elle est intégrée au patrimoine tunisien. Avant, elle était un petit peu oubliée ou marginale. Aujourd'hui, elle en fait partie. Et il y a des associations on travaille sur le nomastique, on travaille sur les restes dans la langue. Il y a des travaux, alors les travaux universitaires, il y en a. Hein. Mais l'université, c'est un petit donjon. Hein. L'université, c'est un peu isolé,
Mais sur le plan, en tout cas, des associations, etc., il y a beaucoup plus de jeunes qui s'y intéressent, qui travaillent dessus, etc. Ça, on le voit un petit peu. Mais ça n'a pas l'ampleur de l'Algérie et du Maroc. Ça, je peux vous le dire. Et je ne pense pas que seulement parce qu'on est un petit pays. Je pense que c'est aussi parce qu'on est un pays où le brassage a été beaucoup plus puissant. Enfin, beaucoup plus, voilà. Et qu'il a beaucoup plus fondu, si vous voulez, cet héritage, ou a pu le faire disparaître. À cause de la position géographique, et puis le côté commerçant un peu de la Tunisie, etc. Quoi. Voilà. Une dernière question, et puis après je vous propose de continuer les échanges autour d'un verre, parce qu'à 8h30, je ferme la note. Donc une dernière... Je ne sais pas, il y a 2 questions, alors je ne sais pas comment... Mais... On va laisser les 2 questions et je vais répondre vite. Oui, si tu peux répondre en une seconde. Est-ce que vous pouvez être très bref dans vos questions, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... Je voulais vous demander, je sais qu'en Tunisie, il y a pas mal de gens qui sont noirs. Et comment ils font, les Tunisiens qui sont racistes avec les migrants, comment ils font avec les gens noirs de leur propre pays? Voilà, ça c'est... Je me suis toujours posé cette question. Merci. Et puis je vais poser la question aussi, je suis élu à la mairie de Saint-Fond. Et j'ai une étiquette président du mouvement pour PDL, donc qui défend avec aussi. La question est la suivante. Tout à l'heure, monsieur parlait de venir de la guerre, c'est l'argent, mais moi je pense que c'est les élections aussi en font partie. Les chefs politiques sont en prison, l'instance des élections est prise en otage, les lois tombent comme la pluie ou les corps, comme vous disiez tout à l'heure. Comment voyez-vous que la situation de l'ISI puisse être indépendante dans les prochains bien? Et la deuxième question, tout simplement, puisqu'on a un représentant de l'Amnesty internationale, quelle est l'influence de l'Amnesty nationale sur ce qui se passe en Tunisie, l'ONU, la Ligue des droits de l'homme? Je fais partie de la Ligue des droits de l'homme aussi. Il n'y a pas beaucoup d'impact d'après ce que j'ai compris. Et certaines instances des droits de l'homme, entre parenthèses, suivent le mouvement du président. Donc tout le monde est acheté en côté. Merci. Merci beaucoup. Alors sur les Noirs de Tunisie, vous avez raison de soulever le problème, mais il y a aussi une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, voilà, ça, je ne sais pas si elle date seulement de la Révolution, mais on voit beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de mariages mixtes qu'avant, on le remarque. Voilà, une société s'avance très lentement. C'est vrai que la société tunisienne, il y a beaucoup de formes de racisme et de ségrégation raciale, on ne peut pas nier, et ça apparaît. Ça apparaît beaucoup. Alors, par exemple, à la télévision, on a eu aussi un jeune qui disait la météo, qui a été choisi noir. Il y a des petites tentatives comme ça qui sont assez timides, mais qui ne sont pas encore révélatrices d'un traitement vraiment égalitaire. D'autant plus qu'effectivement, socialement, ce sont souvent des gens aussi qui ne sont pas... voilà, quand on se souvient comment la BAD a été mal reçue, comment est-ce que par exemple des femmes de ménage ou des jardiniers ne voulaient pas travailler chez les gens de la BAD alors que c'était des emplois très bien rémunérés, puisque c'était des expats qui pouvaient les changer. Et puis il y avait des femmes de ménage qui ne voulaient pas travailler en nounou ou alors qu'ils pouvaient gagner aussi bien chez les fonctionnaires de la BAD que chez d'autres fonctionnaires. Eh ben non, ils n'allaient pas travailler chez eux. Voilà. Donc ça, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est des points sur lesquels la société tunisienne n'avance pas de manière spectaculaire. Elle n'est pas modèle, hein. La société tunisienne est comme toutes les sociétés. Elle avance par petits bouts, mais il y a effectivement un racisme ambiant que les gens combattent. Il y a une combativité plus grande. Hein. Et moi, ce qui me ravit, c'est les mariages mixtes, quand ils se multiplient. C'est un gage quand même pour l'avenir, parce que ça aussi, c'est des vraies traces sociales. Et puis je ne sais pas comment il faut faire. Franchement, je n'ai pas pour que l'ISI devienne plus indépendante. Je râle contre l'ISI parce que le boulot est salopé. Mais je ne sais pas comment il faut faire. Je crois qu'il faut les critiquer. Et puis il faut les critiquer, il faut les mettre... Et puis moi je trouve aussi que, c'est ça que je veux dire, moi j'essaie de réagir en chercheur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse du travail sur les chiffres, sur leur matière, qu'on les interroge, qu'on enquête sur eux, qu'on les fasse parler. Voilà, moi j'ai tendance à croire, peut-être que je suis idéaliste, que le savoir c'est une forme de lutte.
mais elle ne donne pas de formule immédiate. Et puis c'est une recherche aussi de la vérité ou de la compréhension qui peut aider l'ISI à devenir un peu plus réglo, parce que, ou alors en tout cas à faire attention d'une certaine façon, à ne pas faire n'importe quoi, à savoir aussi qu'on peut les juger. Je pense que c'est à nous aussi de jouer ce rôle un peu devant l'ISI. Il ne faut pas qu'on accepte tout et qu'on trouve les moyens surtout de répondre à cette instance d'une façon qui oblige l'instance, en tout cas, si ce n'est à avoir honte, parce que je ne sais pas s'ils ont un surmoi, je ne sais pas, mais bon, au moins qu'ils craignent un petit peu que ça passe pas, ou que ça ne... Voilà, moi je crois beaucoup à une pression sociale aussi qu'on doit apprendre à construire de façon ciblée, et puis les organisations, je ne sais pas, moi je suis prof, j'ai beaucoup à faire dans l'enseignement, je suis ni dans Amnesty, ni dans l'ONU, ni avec la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui, je ne sais pas ce qu'elles font, j'en sais rien, je vous dis, il y a une opacité et il y a une désinformation. Ça, je vous dis, c'est une impression de citoyenne. Je ne peux pas vous répondre avec des éléments concrets et tangibles. Oui. Oui, on avait dit, je suis désolé, mais on avait dit qu'on avait fait. Non mais, excusez-moi. Mais on peut continuer. Oui. C'est un point rapide. C'est pour assurer la Ligue des droits de l'homme est impliquée à la situation en Tunisie. Et en décembre 2023, il y a un communiqué, une pétition signée par beaucoup de personnalités, dont le président de la Ligue des droits de l'homme, M. Baudouin, et la vice-présidente Bergia, pour dénoncer justement ce que est devenu la Tunisie après le rêve révolutionnaire qui est devenu un cauchemar pour la Tunisie. Et surtout, le cas des prisonniers, de toutes les personnes qui ont été accusées du coup d'État, et de ceux qui veulent les défendre, en l'occurrence les journalistes qui ne peuvent pas s'exprimer pour défendre les prisonniers en Tunisie. Donc la Ligue des droits de l'homme est bien appliquée et elle suit la situation en Tunisie. Encore un petit point, et je m'arrête là. Personnellement, je suivais, puisque je suis tunisien presque, je suis à Annaba, Annaba, Tunis. Vous avez failli être tunisien. Vous avez failli être tunisien. C'est le même pays. La révolution vers les années 70, qui forme une élite extraordinaire, c'est un foyer. Monsieur, excusez-moi, je poursuis la discussion. La mairie a la gentillesse de nous proposer de prendre un pot. Oui. Et donc, vous intervenez trop tard. Le débat est encore... Oui. Merci en tout cas. Merci.